J'ai dit que vous aviez vécu de... J'ai même appris le... Moi, je voulais faire Juste éviter de le toucher, ça va faire. Oui, on va bienvenue. Bienvenue. Donc voilà, on va commencer. Je pense que peut-être d'autres personnes arriveront après coup, mais on va peut-être pas trop attendre. Donc voilà, Monsieur Roman qui est ici et Madame Roman vont vous présenter l'univers fascinant des Fab Labs et de tout ce qu'on peut construire à partir du numérique aujourd'hui. Il y a aussi Monsieur, votre nom, je sais plus. Monsieur Bourgogne qui est là. Donc il va aussi, je pense, travailler avec Monsieur Roman, vous présenter tout ce qu'il est possible de faire à partir de ces engins révolutionnaires. Voilà, Monsieur Fernandez va arriver d'ici 20 minutes à peu près pour faire son reportage sur France Bleu. Donc on va lui laisser un peu de temps parce qu'il va faire son entretien à la fin, vu qu'il est en retard, il était sur un autre reportage. Il souhaiterait peut-être poser quelques questions à des participants, à Monsieur Roman, je pense qu'il veut aussi s'entretenir avec moi. Donc on va lui laisser un petit peu de temps, on va peut-être pas partir tout de suite. Par contre, je ne vous retarderai pas trop ce soir comme d'habitude, vers 9h30, 10h moins le quart, maxi, on essaiera de rester dans les temps. Et puis voilà, je cède la parole à Monsieur Roman en vous souhaitant une excellente soirée. Juste pour vous dire que le docteur Olivier Coërette, c'est la semaine prochaine, hein, je le dis à chaque fois. Voilà. Alzheimer. C'est ça. Et la dyskinésie tardive, la maladie de Parkinson. Bien, bonsoir à vous tous. On va essayer de faire une conférence sur les Fab Labs. C'est-à-dire typiquement le truc qu'on ne peut pas faire. Parce que le Fab Lab, le monde du Fab Lab est un monde qui est tellement original et tellement différent de ce qu'on connaît habituellement, de tout ce qu'on a appris, que faire une conférence et faire un texte qui soit absolument linéaire dessus, c'est pas possible. On ne peut pas y arriver. Mais on va essayer quand même, avec vous, de le faire au fur et à mesure. Déjà, le monde des Fab Labs, on en entend beaucoup parler et on a vraiment du mal à définir ce que c'est. En général, parce qu'ils sont protéiformes, il y a plein de types de Fab Labs différents, il y a plein d'utilisations, il y a plein d'éthiques et plein d'envies différentes dans ce monde-là. Déjà au départ, une définition simple pour approcher, c'est ce qu'on va faire tout au long de cette petite discussion, et plus après, quand on va discuter des choses qui se font, ce sera plus simple, c'est d'essayer de faire comprendre par touches successives. On va revenir plein de fois sur les mêmes thèmes, mais bon, j'ai des difficultés à faire autrement là-dessus. Le Fab Lab, au départ, la définition la plus simple, c'est un lieu où on peut venir fabriquer presque n'importe quoi. À partir de là, tout est possible. La seule limitation, bien évidemment, c'est votre imagination, votre capacité à faire et à imaginer. À partir de là, on a besoin de plusieurs ingrédients pour faire un Fab Lab. Le premier, c'est déjà avoir un lieu. Un Fab Lab, c'est un laboratoire, donc il nous faut un lieu où on va travailler, où on va se rencontrer, où on va partager, échanger. Les lieux, ça peut être vraiment suivant les Fab Labs de plein de types différents. Ça peut être des lieux, des lieux comme au Fab Lab, ça doit être à Barcelone, là, qui sont d'anciens locaux industriels. Vous voyez les pièces qu'ils fabriquent, il y a du grand là, ils font carrément des maisons de bois. On a des locaux plus classiques où on mélange un peu le côté bureau, le côté laboratoire d'études, des machines. Ça c'est dans l'Est, c'est le Fab Lab qui s'est spécialisé dans le verre. Donc là aussi ils ont récupéré des vieux locaux industriels et ils sont orientés vers une autre démarche. Et ça, c'est nos amis d'Auxerre, du Fab Lab des Beauboulons, qui étaient venus nous aider à la journée qu'on avait organisée le 11. C'est un petit Fab Lab qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire qui est parti de rien. C'est les gens qui se sont mis ensemble. On dit on a envie de faire quelque chose et ils ont trouvé un local. Ils sont équipés avec des machines, chacun en a amené un petit peu. Et ils ont quelque chose qui est beaucoup plus petit que ceux qu'on a vus à l'intérieur, mais où c'est plein de projets et d'actions qui sont particulièrement innovantes et intéressantes pour le territoire. Le deuxième point qui est essentiel dans un Fab Lab, qui fait vraiment la richesse du Fab Lab, c'est sa communauté. C'est-à-dire l'ensemble des gens qui vont venir se rencontrer, qui vont venir échanger, qui viennent d'univers mais totalement différents, d'âge, de culture, de technologie, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et qui vont faire que la magie va naître, que les étincelles vont jaillir et que les projets vont pouvoir se monter pour le territoire.
Alors dans ces communautés, va très varier suivant les endroits, suivant les projets aussi. Des gens plus ou moins axés sur la mécanique, sur l'électronique, ou suivant les cas, sur l'éducation et sur le partage. À l'intérieur de ce lieu, et pour servir la communauté, un Fab Lab est équipé avec des machines. Alors a priori, c'est équipé déjà avec des machines numériques. On part généralement, mais pas toujours et pas seulement, d'un ordinateur sur lequel on va imaginer, prévoir, modéliser, essayer les projets qu'on a. Et ensuite, on va se servir de machines numériques. Alors les imprimantes 3D les plus célèbres, qui font fantasmer beaucoup, dont on entend parler. Donc on en a deux modèles ici. Donc voilà celle-ci, qui est une montée à la maison. La découpeuse laser, qui est une machine qui est très très utile dans un Fab Lab, qui permet de découper en fait, ce sont des découpeuses laser au carbone, qui permettent de découper tout ce qui est bois, tissu, plastique, caoutchouc, de graver du verre, de faire plein de choses, sans toucher la matière. C'est-à-dire qu'on a des choses qui sont faites juste avec une lumière laser, on n'a pas de contrainte comme sur une machine à commande numérique, du fait qu'on ne touche pas la matière. Donc on peut faire des choses extrêmement fines, sans déranger absolument l'établissement de la chose. En fait, dans ce Fab Lab, en général, dans ce lieu, on va trouver des logiciels de modélisation, c'est-à-dire des petits programmes qui vont nous permettre de fabriquer virtuellement, en images, les objets qu'on veut avoir à la fin. Ce qui permet de les échanger, de discuter avec les gens, de les tester, de les regarder sous toutes les formes, de les transformer sans coût matière, juste avec un peu de temps, donc d'arriver à une solution qui est déjà extrêmement fiable. On a toutes les machines donc à commande numérique, dont on vient de parler, mais aussi les machines-outils traditionnelles. C'est-à-dire on va avoir des scies, on va avoir des tours réarmulés, on va avoir des perceuses, des visseuses, enfin tout ce qui est nécessaire pour bricoler, parce qu'on n'est pas dans le domaine du numérique ou de l'informatique. On s'en sert comme un outil. Des machines à coudre. On est en train de remonter, on a fini de remonter une grosse brodeuse à 12 couleurs, qui va servir au Fab Lab au même titre qu'une imprimante 3D ou que la laser. Du petit outillage classique, ici. Du matériel électronique, des petites cartes programmables, des tas de microprocesseurs, d'Arduino, on reviendra dessus tout à l'heure, qui vont nous permettre en fait de mettre de l'intelligence dans tous les objets qu'on fabrique et de les faire réagir en fonction de votre besoin ou de l'environnement. Et ça, c'est une autre démarche qui est extrêmement intéressante dans le Fab Lab, c'est qu'on ne se contente plus de construire un objet, mais on met un objet qui est connecté avec le réseau autour, mais aussi avec les gens, les besoins, les animaux, le temps, enfin tout ce que vous voulez, peut être envisageable de ce côté-là. Et le point essentiel, l'outil maître de tout ça, c'est en fait notre plateforme d'échange d'idées, d'expériences, de vécu, de projets, qui nous permet, à l'intérieur déjà d'un Fab Lab dans notre communauté, d'arriver à des projets qui se montent petit à petit, mais surtout essentiellement, on est tous en réseau, entre tous les Fab Labs, et un projet qui se fait ici va être récupéré à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France, qui va nous renvoyer le projet en disant votre projet était bien, mais nous on a une autre idée qui marche mieux, et tout le monde récupère le travail de tout le monde. C'est gratuit, et ça nous permet d'arriver très très vite à des projets qui au niveau mondial, au niveau global, sont fabuleux. On y reviendra, mais ces derniers temps on a beaucoup parlé des prothèses. Je ne sais pas si vous avez vu. Prothèse de main intelligente qui a été fait c'était à Rennes. Il y a 3 ans, un ex-ouvrier est rentré au Fab Lab avec un bras en moins. Et il a regardé les machines, il était fasciné. Et il a attrapé le Fab Manager, c'est-à-dire le gars qui est responsable, il n'y a pas de chef, hein, mais le gars qui est responsable du Fab Lab. Et il lui dit, mais avec vos machines, là, vous n'êtes pas capable de me fabriquer une main intelligente? Et il lui dit, assieds-toi là, on va discuter. Ils s'y sont mis. Au bout de 3 ans, ils ont sorti une main qui est connectée au nerf. Donc le gars utilise sa main comme une vraie main. Et la main, ils vont la commercialiser, c'est pas vraiment le terme. Ils vont la vendre à 500 €. Toute complète. L'équivalent dans le commerce vaut 20 000 €. Et ce projet-là, si demain on a besoin d'équiper quelqu'un ici à Luxeuil, on a le fichier à notre disposition, on peut l'appliquer immédiatement et l'améliorer, l'adapter à la personne. Donc voilà, on commence à sentir un peu ce qu'est le monde du Fab Lab. Il y a quelque chose d'un peu mouvant, pas vraiment défini. On a tous un esprit, une idée en commun, une manière de travailler plus ou moins
semblable, mais sur le fond, on est tous là-dessus, on est là pour partager, fabriquer, venir au service des gens, permettre aux gens de créer leurs projets, de vivre avec les projets et d'apporter une richesse au territoire et à tous les gens qui les composent, tant au niveau de l'éducation que des entreprises, la réalisation, c'est vraiment très très vaste. Alors dans ces Fab Labs, on dit qu'on bidouille. Le mot bidouille n'est pas un mot courant. On a eu une discussion avec M. Trommenschlager, il disait mais bidouille, on va mettre bricolage. Non, dans le Fab Lab, on bidouille parce que c'est pas bidouille. Ben, il y a l'autre terme, glandouille. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Non, c'est l'opposé. Ah oui, c'est de la bidouille parce qu'on prend avec ce qu'on a sous la main, hein, on récupère des trucs, on essaye de faire avec le moins de moyens possible les choses les plus extraordinaires possibles. Et c'est pas forcément propre, c'est pas. Vous verrez la mienne d'imprimante, il y a des fils qui traînent un peu partout parce que j'ai pas le temps de faire autre chose. Que ça fait, Benjamin m'a fait la remarque, ça fait 4 ans qu'on travaille avec l'imprimante, ça fait 4 ans que je me dis qu'il faut que je fasse ce que lui a fait parce que lui, c'est un étudiant qui a le temps. Il s'est imprimé déjà un joli support pour mettre son fil. Moi, c'est toujours mon vieil étau qui traîne. Et chaque semaine, je me dis, cette semaine, je vais l'imprimer. J'ai jamais le temps. C'est de la bidouille. Donc, et ce terme est utilisé en fait en France, parce que c'est un terme français, mais même par les grandes instances, on parle maintenant de bidouille pour bien différencier le côté industriel où on va peaufiner, où on va essayer de travailler sur l'extérieur, du côté bidouille où nous, ce qui compte, c'est que ça marche, que ce soit efficace et que ça apporte la solution dont on avait besoin. Alors, le plus important dans un Fab Lab, c'est pas le matériel, c'est la communauté, mais c'est surtout l'esprit et la manière dont on travaille. C'est là où ça commence à devenir plus complexe pour définir ce qu'est un Fab Lab de manière linéaire, de faire un cours en disant le Fab Lab, patati, patata, donc voici, machin. On travaille, au départ, nous, dans l'esprit, le premier terme qu'on a, c'est la sérendipité. La sérendipité, c'est un truc assez bizarre, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est le fait d'aller trouver ce que vous n'avez pas cherché. Vous allez sur Internet de temps en temps, vous allez chercher une recette de cuisine, vous allez finir par regarder la machine à la con qui est en train de poser des rails en Chine sur un pont et qu'on n'a jamais vu. Voilà. Ça, c'est la sérendipité. Vous partez chercher quelque chose, puis d'une information, vous voyez un truc sur un coin, oui, c'est ce mot je ne connais pas, vous y allez, puis de là, vous allez là, et au bout d'une heure, vous êtes complètement à l'opposé de ce que vous cherchez, mais vous avez appris un tas de trucs, mais formidables. Sans les voir des filles. Ça, après. Cette sérendipité, elle est complètement opposée à ce qu'on nous a appris depuis qu'on est tout petit. On nous dit à l'école, non, tu fais un truc, tu t'occupes pas de l'oiseau qui est sur la branche à côté, tu regardes pas, tu parles pas avec ton voisin, tu fais ton boulot. Non, si vous faites le boulot qu'on vous a demandé de faire, vous allez arriver au mieux au boulot à peu près fait qu'on vous a demandé de faire. Mais en attendant, vous n'avez rien trouvé d'à côté. Alors que vous partez sur un projet, même en industrie, les grandes entreprises l'utilisent énormément là-dessus, vous partez sur un projet, puis en fait vous déviez sur des choses qui n'ont rien à voir au départ, mais au bout du compte, votre projet, il arrive complètement augmenté, avec une richesse beaucoup plus grande que ce qu'il avait au départ. Il ne faut pas dire ça à des jeunes aussi. Mais si, justement. Ben oui, mais il faut un acquis de base c'est quand dangereux même. de manipuler ce mot, parce que s'il n'est pas accompagné de préoccupations, c'est-à-dire être dans son être à soi, on se perd, on n'apprend rien. Tiens, voilà. Alors je veux dire par là que si on a des préoccupations, ça demande juste, moi je suis un peu contre ce mot, il faut avoir une forte présence d'esprit dans ce qu'on est. Et quand on a une forte présence d'esprit dans ce qu'on fait, on ne laisse pas passer quelque chose qui se présente à soi. À ce Mais il faut moment-là, le préciser. non, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus dans la série de relativités, on revient au terme de glandouille. Et là, on ne s'adresse plus aux mêmes personnes. Non. Bah, si quelqu'un qui va chercher n'importe quoi et qui n'a pas de but... Non, c'est l'inverse que je suis en train de Alors, dire. je n'ai pas compris, pardon. Je dis, il faut, ça marche à condition qu'on ait une forte présence d'esprit et qu'on ait des préoccupations, c'est-à-dire que je m'intéresse par exemple à l'ourdi ou qu'on a des centres d'intérêt, et puis forcément on va accrocher, mais si on se laisse traîner, justement, vous avez pris l'exemple d'Internet, moi je vois, on peut passer des... Enfin moi je ne le fais plus, hein, on peut passer des heures et rien avoir appris du tout, justement. On peut passer des heures et apprendre plein de choses, par exemple là je suis parti... Oui, mais il faut un acquis au départ. Oui, mais il vient là. il faut avoir un centre d'intérêt. Je suis parti chercher des innovations, j'ai terminé sur une ruche. Donc l'an prochain, je construis une ruche. Mais j'avais aucune idée, aucun acquis, aucune envie d'aller chercher des ruches. J'ai trouvé un projet qui est absolument génial pour faire des ruches où on extrait le miel sans déranger les abeilles.
qui a été fait en... Mais c'est idiot, mais ça a été super bien monté, ça a été imprimé en 3D. Il suffit d'ouvrir depuis l'extérieur, de tourner une clé, et on a le miel qui trouve directement sans avoir à sortir les abeilles. Ça, je n'étais pas allé le chercher, je ne serais jamais, jamais de ma vie allé chercher ça. Et pourtant, ce truc est génial. Oui, mais après, si vous voulez être performant, il va falloir que vous continuez. Stop. Non, je ne veux pas. Oui, mais si vous voulez comprendre le monde des abeilles, il va falloir vous continuer comprendre. Mais je ne vais peut-être pas aller à fond dans le monde des abeilles. Par contre, je vais effectivement mettre des abeilles chez moi avec une ruche qui va me permettre, en fait, de ne pas avoir à rentrer dans le détail, de ne pas avoir à me spécialiser là-dedans, puisque d'autres l'ont fait dans le réseau. Et en fait, d'être juste là pour faire vivre un essaim d'abeilles en pure tranquillité, utiliser mon jardin avec plein de fleurs pour faire un miel extra, je vais partager avec les gens autour. Et j'ai l'intelligence des gens qui l'ont fait ailleurs, leur aide, on est tous en réseau et on s'apporte l'expérience. Il n'est pas utile que je sois spécialiste des abeilles, que je sois spécialiste de l'informatique, que je sois spécialiste de tout. Et je ne veux surtout pas être performant. Je veux être humain, je veux être à la soupe de projet, à la soupe de parcours. Mais quand je mets le mot performance, c'est pas économiquement, ni non, mais j'entends bien. C'est au bout d'un moment, quand on est confronté, moi je vois dans mon domaine, quand on est confronté à des problèmes après, en tant que professionnel, donc si on veut vivre de son métier, on a intérêt à être féru de la technologie du métier qu'on exerce pour répondre à des problèmes, parce que sinon on peut se retrouver... Alors là, on se retrouve typiquement dans l'opposition que je soulève depuis le départ, c'est-à-dire qu'on est en train d'essayer, vous êtes en train de ramener le monde du Fab Lab à un schéma qui pour nous est un schéma ancien et qui est un schéma de toute façon décalé par rapport au monde des Fab Labs. On ne parle plus du tout des mêmes valeurs, on est sur de la gratuité. On est... Non, mais on n'est pas sur de la performance, on est sur de l'ouverture, c'est vraiment une manière d'être totalement différente. Mais on en reparlera, si vous voulez, un peu plus après, quand on aura fini la vue globale des choses. Parce que c'est tellement difficile, mais attendez, ça fait 5 ans qu'on est à fond là-dedans, il a fallu déconstruire. La première chose et la chose la plus difficile, quand on veut vraiment rentrer là-dedans, c'est de déconstruire toutes les habitudes et tous les schémas qu'on a pour pouvoir rentrer dans une autre démarche. Et c'est ce basculement, cette révolution qu'on est en train de vivre avec ce monde du numérique, qui est l'innovation la plus disruptive, c'est-à-dire que ce n'est pas un changement, c'est vraiment complètement autre chose, avec ces Fab Labs qui naît en fait de ça, de ce changement de manière d'être et de paradigme. Et c'est là où c'est le plus compliqué à saisir, il faut vraiment rentrer dedans. Oui, mais vous profitez des recherches aussi à travers des réseaux. Bien sûr, on est connecté avec tous et tout le monde. On travaille avec des entreprises, on travaille avec des chercheurs qui, eux, n'ont pas la possibilité d'aller dans ces domaines d'action. Parce qu'ils sont tenus, effectivement, parce qu'ils ont une habitude, parce qu'ils ont un cadre, et qui ratent un tas de choses et qui le savent. Ils ratent, mais ils ont la connaissance quand même. Oui, mais il leur manque plein de choses. Oui. Et ils le savent, et on travaille en collaboration avec des gens comme ça. Parce qu'ils viennent chercher auprès du monde des Fab Labs des choses qu'eux n'arrivent pas à avoir dans leur laboratoire ou dans leur démarche. Ils apportent en même temps une connaissance, une base que nous, on n'a pas à aller chercher. Et ensemble, on arrive à faire quelque chose où ni eux, ni nous ne pourrions accéder. Et c'est là où on a quelque chose d'absolument extraordinaire. On n'a jamais eu l'intention de saper ni l'éducation, ni l'industrie, ni la recherche, mais d'apporter vraiment quelque chose d'augmenté, de reprendre les choses différemment et de repartir dans une autre direction. Le deuxième point essentiel dans notre manière de travailler, c'est ce qu'on appelle le mode agile. Le mode agile, c'est, je ne sais pas du tout, alors j'ai pas de papier, j'ai préparé ça un petit peu pour un support, mais je ne sais pas du tout comment on va finir ce moment qu'on passe ensemble. Si ça se trouve, dans 10 minutes, on est en train de jouer avec des trucs, et puis on va aller je n'en sais rien, on est en mode agile. On a une vague idée de l'endroit, on dit on va essayer d'aller dans cette direction-là, mais au fur et à mesure de ce qu'on rencontre, des gens qu'on rencontre, des problèmes qu'on rencontre, des idées qu'on a, on va partir mais complètement dans l'autre sens ou ailleurs pour arriver à un projet qui, des fois, n'a absolument rien à voir avec le projet de départ. Ça nous permet d'avoir une liberté et une capacité d'action qui est d'une richesse extrême et surtout d'une facilité à mener et à gérer qu'on ne peut pas trouver dans des cadres ailleurs. Il n'y a pas de compte à rendre, il n'y a pas de ligne à suivre. Alors c'est ce qu'on nous enseigne, voilà, on a une leçon, on a un programme à faire, c'est bien pour apprendre des choses, mais ça ne permet pas d'aller... on peut passer par d'autres manières, c'est ces manières-là que nous sommes en train de mettre en place. Alors, je vais peut-être surfer sur ce que dit la dame, Oui. parce que je suis très au courant de ce genre de choses en médecine, surtout au niveau du cerveau. Mais effectivement, la dame a raison. Il faut d'abord établir dans un premier temps la première structure pour s'ouvrir à la deuxième. C'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un qui se construit après l'autre. Moi, j'ai souvent, par exemple, des gamins au cabinet qui n'ont pas cette faculté de spécialisation, de planification
ou voire même d'émulation. Enfin, moi, je remplacerais compétition par émulation, ce qui est mieux. Oui. Et on se rend compte que c'est des enfants qui n'arrivent plus à imprégner le savoir, ils n'arrivent pas à pénétrer le savoir. Comme vous dites, ils restent en surface, ils surfent, c'est-à-dire en mode agile, hein, on va toucher un peu à tout. Mais je pense qu'étant gamin, ils ont peut-être un peu plus besoin de se structurer et ensuite de s'ouvrir. Donc ça part de la spécialisation et on s'ouvre après. Alors là, il faut préciser un petit peu, le mode agile, c'est pas du tout ça. Le mode agile, c'est Je me suis trompé, c'est peut-être l'autre, je me suis trompé de terme, c'est pas grave. Nous, on s'est aperçu parce qu'on a des cas dans les Fab Labs de gamins qui arrivent, d'ados, qui arrivent avec ce qu'on qualifierait bêtement au départ de niveau 0 d'intérêt. Et qui, par le biais, au fur et à mesure, voilà, d'un objet imprimé, d'un drone, d'un petit machin, d'un truc, d'un ceci, d'un cela, se mettent de tout d'un coup à connecter. Et se révèlent des gens qui étaient totalement médiocres dans le système classique, mais absolument médiocres, et qui deviennent mais des génies absolus dans le monde du Fab Lab et dans le monde des projets. Et qui s'engagent, qui ont des idées mais incroyables, mais vraiment désarmantes, qui prennent la logique, mais complètement à l'envers de ce que nous on apprend, et qui arrivent à des résultats mais formidables, qui font gagner un temps fou même à des gens qui sont hyper compétents. Et des gens qui disent, enfin, nous on a rencontré des gens qui sont CNRS ou des trucs comme ça, qui disent, mais on n'aurait jamais pensé, on n'aurait jamais de problème comme ça, parce qu'on est tous conditionnés par un cartésianisme bien encadré. Et je crois que si on travaille tous ensemble, il n'y a pas de... Nous, enfin, ce qu'on en a vu, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Il y a des gens qui arrivent, mais complètement obtus, et qui s'ouvrent d'un coup. Il y en a qui ne s'ouvrent pas. Il y a des gens qui arrivent avec une culture technologique, scientifique, intellectuelle bien établie, puis qui, en fait, sont incapables de rentrer dans un projet et sont incapables de créer. Entre les deux mondes, je crois qu'il y a il ne faut pas faire de barrière, il faut juste faire des passerelles. Il n'y a pas de vérité, il y a juste une capacité d'ouvrir, une capacité de partager et d'échanger. Oui, mais c'est ce que je cherchais bien à dire, mais pour Ouais. moi, il faut les deux. Comment, dans quel ordre elles viennent en fonction des personnes? Après, c'est la maturité qui fait que on prend l'un ou l'autre, mais Ou il faut les deux. Ou les gens. J'ai commencé par le... J'ai fait ingénieur, j'ai fait l'enseignant longtemps, avant de dériver dans l'art et maintenant de m'occuper parallèlement du numérique. Il y a une chose que j'ai bien appris avec les Fab Labs, c'est vraiment d'arrêter de classer les gens et d'avoir des certitudes sur la manière dont les gens passent et des manières dont ça se trouve. On a vu de tout. Tous les systèmes sont bien en statistique, sont nuls en tant que valeur individuelle. Parce qu'on a toujours trouvé des contre-exemples, on a toujours trouvé des gens qui sont devenus formidables à partir de rien, des gens qui avaient l'air formidables, qui ne font pas grand-chose, et toutes les mesures entre les deux. Donc maintenant, on propose, on agite, et puis on voit comment les choses s'organisent, mais c'est souvent des choses extrêmement surprenantes. Et on a perdu par contre là, depuis quelques années, toute certitude dans ce niveau-là, et on est vraiment étonné par ce qui se passe. Alors, pour aller dans, je veux dire, si vous ne maîtrisez pas la conception par ordinateur, le logiciel ne va pas vous créer votre objet. Mais c'est pas grave, on est une communauté. Oui, Si vous arrivez et que vous ne maîtrisez pas, mais on s'en fout, quelqu'un le fait. On a tous, non pas une fonction, non pas un statut, non pas une valeur ou un diplôme, on a tous dans la communauté un rôle. Il y en a un qui sera celui qui va venir vous mettre la main sur l'épaule parce que vous n'allez pas bien le jour-là et qui le voit. Il y en a un dans la communauté qui est capable de le faire. Ben, lui va le faire. Un autre qui va être, alors dès qu'il y a un truc mécanique, il est ici, tac, tac, il est là-dedans, il s'éclate, il va le faire avec bonheur. Et il va vous apprendre en même temps. Parce que vous allez le faire avec lui. Et petit à petit, vous allez prendre sa compétence sans qu'il y ait d'enseignement véritable. Sans qu'il y ait de spécialisation, sans qu'il y ait de diplôme à la fin, sans qu'il y ait de cursus, sans qu'il y ait rien. C'est quelque chose de très très ténu et qui marche formidablement bien. Et ça, on le vit, nous, tous les jours dans le monde du travail. Le troisième point important dans le boulot, c'est collaboration et partage. Alors c'est l'opposé du copie sur ton voisin. Oui, copie sur ton voisin. Nous, dans le monde des Fab Labs, c'est vas-y, prends tout le travail des autres, tu te l'appropries, tu le fais, tu en fais ce que tu veux, tu le transformes, On s'est posé quelques règles parce que sinon on a toujours des marboulins qui viennent essayer de profiter de la chose. Mais ça marche très très bien. Dès qu'on part sur un projet, on le part en commun. Il n'y a personne qui vient faire son petit projet dans son coin en essayant de trouver... Non. On dit voilà, on a l'idée d'un projet, on en discute, souvent l'idée évolue, et puis après tout le monde part, des petites équipes se forment, souvent mouvantes. Des gens se remettent sur un point, viennent apporter une spécialité, parce qu'il y en a un qui est plombier, il y en a un qui a coupé du bois, il y en a un qui a une idée qui vient. Et les groupes se forment d'une manière totalement mouvante au fur et à mesure, et on échange, et surtout on documente dans un Fab Lab. C'est-à-dire tout ce qu'on y fait, on le consigne. On le met sur un document qu'on met ensuite sur Internet à la disposition de tout le monde. Donc tout le monde peut récupérer
et ben les phases d'évolution, on est parti comme ça, c'est une mauvaise idée, on a fait comme si, finalement on a choisi cette solution-là, elle est meilleure, et tout le monde le reprend, l'analyse, le modifie, le teste, et remet dans le pot commun ce que lui a redécouvert par-dessus. Ce qui fait gagner un temps énorme à tout le monde, qui vous amène, ce qu'on disait tout à l'heure, à trouver en fait des idées, des pistes que vous n'auriez jamais songé à trouver vous-même. On s'oppose en fait à la compétition, bien évidemment. Il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de plus grand Fab Lab du monde, il n'y a pas de meilleur projet. Non, l'intérêt c'est qu'il y ait des projets qui montent, qu'on fasse des choses qui soient formidables, intéressantes et qui servent aux gens. Et l'individualisme, il n'a pas trop lieu d'être, parce que l'intérêt vraiment et le bonheur de travailler dans ce monde-là, c'est justement la rencontre, le partage, le plaisir de... Benjamin, un exemple, on s'est rencontrés une fois, sur la foire de Lure, on était venu avec une imprimante 3D, tu m'as recontacté il y a 3-4 jours, en me disant j'ai craqué, depuis que j'ai vu ça, il s'est commandé une imprimante 3D, c'est la première fois qu'on se rencontre, je lui dis on fait une conférence, il me dit je viens, il amène sa machine, et voilà, il vient partager avec vous, il a fait. Voilà, là on est typiquement dans le... On n'était pas au courant, il n'y a pas de politique, c'était rien de prévu, mais voilà, on est là, et puis ça se trouve, on va rencontrer d'autres gens ici, ça va repartir sur d'autres choses. Alors en pratique, on va essayer de poser quand même les choses un petit peu, parce que là on part un peu dans tous les sens, c'est passionnant, mais pour bien comprendre en pratique, un Fab Lab, c'est déjà un lieu où on se retrouve, sympathiquement, un café, une chaise, une table, quelque chose, et on discute. On discute des projets, on discute des enjeux, on discute des découvertes, on discute de la ruche qu'on a découvert il y a 3 jours, de l'idée à la con qu'on a vue ici, du truc bizarre, voilà. Et à partir de là, les gens vont se dire, tiens, c'est vrai, ce serait intéressant d'essayer ça, ou on a entendu parler d'une autre structure où ils ont essayé. On va s'y mettre, on va se lancer. C'est ensuite, pour la suite de ça, un lieu d'apprentissage et de formation. Évidemment. Évidemment, parce que chacun va apporter ses connaissances, chacun va aller chercher un bout de renseignement à droite à gauche. Il y en a qui viennent d'écoles d'ingénieurs qui vont dire « ouais, mais moi j'ai étudié ça », d'autres qui viennent d'un métier qui vont dire « oui, mais moi je sais faire ça ». Et on s'échange, on s'apprend, on se montre, on discute de choses dont on n'aurait jamais discuté, le biplan du début du 20e, comme on a fait il n'y a pas longtemps. Et puis à partir de là, on voit ce qu'on fait. On veut que ce soit un lieu aussi qui sert pour répondre aux problèmes locaux. Parce que ce qui ne nous intéresse pas, c'est faire de l'intelligence pour l'intelligence, de faire de la recherche pour dire qu'on a fait des super trucs. Non. Le Fab Lab, pour nous, dans la manière dont on le voit et tout le groupement dont on fait partie, c'est apporter des solutions locales aux problèmes locaux. Le problème d'un paysan dans un endroit ne sera pas le même que d'un paysan dans un autre pays, ni à l'autre bout de la France. Le problème qu'on doit résoudre ici, c'est pour les gens d'ici. Et tous ensemble, on va essayer de le trouver, de le mettre au point pour qu'il corresponde vraiment à quelque chose. C'est ce monde un peu que moi je trouve imbécile dans lequel on vit, où vous avez un problème. Vous allez en fait avoir ce problème qui est traité par des gens qui sont à 500, 1000 ou 2000 km de là, qui ne connaissent pas le terrain, qui ne connaissent pas votre particularité ou la manière dont ça se passe, qui vont vous envoyer une solution qui va revenir chez vous. Elle ne marche pas. Ce qui nous a fait percuter là-dessus, c'est le premier Fab Lab qui s'est monté, on reviendra sur l'historique plus tard, c'est un peu décousu, mais tant pis pour vous, qui s'est monté en Inde. Et c'est le MIT, l'université de Boston, qui a monté ce Fab Lab en Inde, dans un petit village qui est à 2 jours de chemin de la première grande ville. Et les paysans avaient là-bas des problèmes pratiques, de pont, d'éclairage, de machines. Mais ils n'avaient rien en fait pour fabriquer leurs solutions. Les solutions, ils les connaissaient, ça fait des générations qui vivent dans la même région, qui vivent avec le terrain, les animaux, le climat. Ils imaginent bien ce qu'il leur faut comme solution. Par contre, pour passer de leurs problèmes à leurs solutions, il faut qu'ils aillent à la ville, le temps, qu'ils aillent rencontrer des gens du gouvernement, les ingénieurs, les machins, à qui ils vont expliquer leurs problèmes. Les gars ne vont pas bien les comprendre parce qu'ils vivent en ville, ils vivent dans une autre... Qui vont leur dire, bon, nous on connaît, on est ingénieur, machin, ils vont leur faire des plans d'une pompe, d'un machin. Et le gars sait très bien ce qu'il expliquait, que quand il revient dans son village avec la solution, il sait très bien qu'elle ne marchera pas, sa solution. Parce que le gars n'a pas été capable de prendre en compte le fait qu'il y avait tel type d'animaux, tel type d'algues, que le climat est comme ci, comme ça. Et quand ils arrivent, les solutions ne marchent pas. Et quand leur petit Fab Lab a été installé avec une découpeuse laser, une imprimante 3D et d'autres machines, le gars expliquait qu'ils ont pu passer enfin directement de leurs problèmes à leurs solutions. Et si leur solution n'était pas idéale, s'il y avait un petit truc à changer,
Ils le faisaient sur place immédiatement. Donc, si on fait une impression avec une impression 3D et qu'elle ne correspond pas, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est des machines qui coûtent pas cher, c'est des machines qui reviennent à un prix vraiment ridicule au niveau de l'exploitation, de la fabrication et de l'entretien, et bien on refait une deuxième pièce. Et s'il en faut 10 pour arriver à la bonne, on lui fait les 10 sur place, et c'est fait rapidement. On arrive donc à une puissance au niveau du développement, et ce village et toute la région autour s'est développé économiquement, socialement et culturellement d'une manière gigantesque en très peu de temps, grâce en fait à cette implantation-là. Excusez-moi, vous parliez est-ce que vous pourriez parler de cas pratiques au niveau des solutions locales que vous avez? Oui, alors bon, on va en parler après? Bon, on en reparlera après, mais j'ai une petite toute bête, on a discuté avec... Bon, ou alors le Wi-Fi, je crois. Alors le Wi-Fi, par exemple. On discute l'autre jour avec des maires du coin. 6 communes sur le coin qui n'ont pas d'internet. Parce qu'on nous installe la fibre qui coûte très cher, mais la fibre elle est sur les grands axes. Et entre les grands axes, ben ma foi, dommage. Alors bon, ils ont contacté Orange, et Orange leur a dit, vous êtes mignons, c'était combien? 150 000 € pour équiper le connecteur, pour aller brancher quoi? 50 personnes? Orange ne va pas s'embêter pour ça. On fait quoi? Ben nous, on leur apporte une solution en open source, c'est vraiment gratuit. On dit, attendez, on vous monte un réseau qui est quelque chose de plus fiable que le Wi-Fi qu'on connaît, qui marche extrêmement fort, qui ne tombe jamais en panne, c'est pas possible, et qui coûte quasiment rien. On peut même tout fabriquer au Fab Lab avec des objets de récupération. Alors voilà, c'est parti. Je ne sais pas si ça va se faire au bout du compte. On est en train de discuter avec les maires, ils vont faire des réunions avec les gens, et si tout le monde est d'accord, on part. Est-ce qu'ils hésitent en plus? Non, eux n'hésitent pas. Eux n'hésitent pas. Mais après, bon, il faut convaincre les gens. Il y a des habitudes, il y a des pressions, enfin bon, peu importe. On verra. Nous, on est là, on leur dit, on démarre demain, parce que la technologie, on l'a. Parce que ça a été fait dans la Nièvre, on a des copains de la Nièvre qui l'ont fait en accord avec le département, ils ont bossé avec, ils ont établi un bon bout du Morvan. Il y a des gens qui l'ont fait dans les Pyrénées, c'est un système qui sert pour toutes les catastrophes naturelles. Chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, qu'il y a une grosse catastrophe naturelle, les secours arrivent avec ce système-là. C'est un système internet qui se déplie en 5 minutes, qui est complètement mouvant et qui ne peut jamais tomber en panne. Vous captez le signal à partir du satellite ou à partir du Non, câble? alors là, nous, on va s'appuyer sur effectivement les quelques points de la fibre. Il suffit qu'on ait une connexion qui se branche sur un internet classique, et à partir de là, on peut rayonner où on veut. Donc autour de la zone blanche de ces communes-là, il y a plusieurs points qui sont équipés avec de la fibre. On va se connecter dessus à partir de là. Je ferai un petit schéma tout à l'heure si vous voulez. Et à partir de là, chacun devient émetteur et récepteur. Bien que si une liaison est coupée, l'information fait le tour. Donc c'est fabuleux. Wi-Fi, c'est ça? Pardon? Oui, c'est équivalent de Wi-Fi, c'est de longue hertzienne. Mais c'est comme la radio. Il y a aussi La petite cuillère pour handicapés, dommage que Mohamed ne soit pas là. Ce soir, c'est lui qui s'est lancé là-dessus. Il nous a ramené, puisque lui travaillait pour les handicapés. Elle est là? Ah oui, j'ai lu l'anglais. C'est une cuillère pour les polyhandicapés. C'est une cuillère. On n'a pas, non, on n'a pas de tableau avec un feu. Ah si, bien sûr. Le tableau est là pour y accéder. Ah, ben ça y est, c'est bon. C'est bon, Franck. J'ai même un feu. Vous avez le feu aussi? Oui. C'est une cuillère qui est formée d'un cylindre avec un contrepoids au bout. Et ici, une petite cuillère, comme ça. Et ça peut tourner à l'intérieur. Ce qui fait que le polyhandicapé, quand il essaye de manger, quelle que soit la position de sa main, la cuillère reste à plat. Donc il arrive à être autonome, à prendre sa nourriture, même s'il a vraiment beaucoup de difficultés, il arrive à manger de manière autonome. Cette pièce, toute la cuillère est en plastique. Les attaches ici, et là on joindra l'obsolescence programmée, ces choses-là, est très fragile. Ça casse très vite. Ça coûte 120 €. Un centre qui s'occupe d'handicapés, on achète une. On achète deux. En fait, il n'a plus les moyens d'en acheter trois. Donc les handicapés perdent leur autonomie. On a fait la journée du 11 octobre qu'on avait fait pour les Fab Labs. On avait la pièce, on a des gens qui sont venus, ils ont modélisé la petite cuillère, c'est-à-dire ils ont fait le fichier informatique qui va correspondre à ça. Elle a été imprimée, oui, il y a eu un essai qui a été fait directement sur l'imprimante qui était là. On a le système, on peut remplacer maintenant le bout de la cuillère autant de fois qu'on veut.
Donc ce fichier-là, on est en train de le finir parce qu'il y a un petit peu de boulot pour mettre en place et puis documenter. On va bientôt le mettre en ligne sur Internet pour tous les gens qui s'occupent des handicapés en disant « Oh, on a la solution, vous récupérez le fichier, vous trouvez une imprimante 3D près de chez vous, parce qu'il y a d'autres Fab Labs, parce qu'il y a des gens qui en ont, et puis quand vous avez besoin de cuillères, ben vous la faites. » Et comme ça, ben voilà, les handicapés peuvent être autonomes, ça libère du temps de travail des gens qui s'occupent des handicapés, donc ils peuvent faire des choses plus intéressantes que de leur tenir la cuillère. Ça autonomise les gens, et ça permet d'avoir en fait un cercle qui est complètement vertueux au niveau de notre manière de travailler. On libère, on facilite, on apporte du confort, on fait un truc qui est formidable. En plus, on a des sourires qui viennent en face et les gens, à partir de là... Mais ceux qui déposent comment... Voilà, on a d'autres, hein, on a des projets pour des paysans. Ceux qui déposent des brevets, des copyrights ou des choses comme ça, ils vous diabolisent. Eh bien, tant pis pour eux. Donc le TAFTA, c'est aussi un peu pour éliminer tout ça, finalement. Mais ils ne pourront pas. Parce qu'au niveau judiciaire, ils vont pouvoir vous attaquer, ils vont pouvoir... Eh ben non, parce que nous on a fait un truc qui n'est pas bête depuis quelques années, qu'ils n'ont pas vu venir et qu'ils ont pris que des trucs de guignol comme d'habitude. On a posé, enfin je dis on, je ne vais pas frimer, je suis pour rien, mais le monde dans lequel on travaille, on a posé une sorte de brevet qui s'appelle les Creative Commons, licence libre. On a dit hop 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 hop, c'est à nous, d'accord? Mais nous on pose un brevet qui n'est pas un brevet. C'est-à-dire c'est à nous, mais vous pouvez l'utiliser. Vous n'avez rien à payer, c'est gratuit, mais par contre, vous n'avez pas le droit de nous le voler. C'est-à-dire, en gros, vous n'avez pas le droit de poser un brevet sur ce que nous, on a fait. Donc, on est protégé. Sur tout ce qu'on fait au niveau des Fab Labs protégés. Pardon? Comment est-ce que vous êtes protégé? Parce qu'on pose une licence. Comment? On pose une licence. Ce qu'on appelle une licence, c'est comme un brevet. On déclare le produit qu'on a fait. Par exemple, notre système de cuillère. On va dire, voilà, nous, on a inventé ça. Et on va dire, c'est nous. Ici, on l'a mis. Et on a le... Alors attends, je vais vous le montrer. Ça venait après, donc c'est bien, on est en mode agile. C'est-à-dire, ça y est, ça commence à partir en cacahuète complet. Et ça me plaît beaucoup. On va revenir là. Au tout début. Nous, j'ai mis des beaux boulons. Voilà. Ma conférence, je l'ai posée en Creative Commons. C'est un terme anglais qui veut dire licence libre en fait. Ce sigle-là, qui est posé sur un dossier, sur un livre ou sur un objet, veut dire qu'on est dans le système de la licence libre. Le petit bonhomme ici, avec by, par, ici, signifie que la personne qui veut le réutiliser doit citer ses sources. Elle doit dire, ben, cette présentation-là, quelqu'un a le droit de la reprendre telle qu'elle, pour l'utiliser, mais elle doit dire quand même, elle doit citer que ça vient des montreurs passeurs sommeurs d'innovation, c'est-à-dire de notre association à nous. Juste par politesse et puis par respect. Ils n'ont pas le droit de faire de l'argent avec. Ça, on l'a précisé, on peut les laisser faire si on veut, on peut décider ce qu'on veut. Nous, on a décidé, comme pas mal de gens dans l'open source, de dire non. Vous pouvez la récupérer, mais pas pour un but commercial. Vous ne pouvez l'utiliser que pour faire de l'éducation, pour partager. Et on a décidé, bon, ça peut être autrement aussi, de dire qu'on veut la même chose, enfin, à l'identique de l'objet de départ. C'est-à-dire on demande aux gens de ne pas la modifier, de ne pas rajouter des choses pour pas que le sujet soit modifié. Mais on peut très bien dire, allez-y, il y a d'autres choses qu'on a fait comme ça, on dit allez-y, changez tout ce que vous voulez, on lance une sorte de filet, un thème, et puis les gens, au fur et à mesure, arrangent, modifient, transforment. Voilà. Quel est l'organisme qui gère ça? Alors c'est un organisme mondial qui gère tout attaché à quoi? Attaché à la communauté des gens qui s'occupent du numérique. C'est-à-dire des gens du libre, du logiciel libre. Au départ, c'est des gens... C'est pas au centre de brevet? Non. Ah non, non, rien à voir. On n'est pas... Vous aviez raison, on n'est pas forcément, on n'est pas en mauvais termes avec les gens. On est deux mondes complètement différents. On n'a rien à voir avec les gens qui font le brevet. Mais c'est reconnu au niveau international, absolument. C'est respecté. On peut attaquer. On a des avocats dans la communauté qui sont là. Et parce que en d'autres termes, quelqu'un a fait un objet, il dépose une photo de cet objet, oui, ou je sais pas quoi, avec tout le système traîne, voilà. J'ai un exemple, si vous voulez. C'est l'avant-dernier bouquin de...
Fatigué, désolé. Oh, ça arrive. Ça, c'est la fatigue. Il y a aussi le prix Goncourt il y a Non, 2 c'est ans. même Le prix Goncourt, il y a 2 ans, là, celui qui fait scandale. Welbeck. Welbeck. Il a fait un bouquin où il a pompé des grands passages de Wikipédia. Or, Wikipédia, c'est typiquement, alors c'est un des premiers qui a lancé ça et qui garante ça, Creative en fait, du Commons. logiciel libre et de la Creative Commons. Donc tous les textes qui sont sur Wikipédia, vous avez le droit de les recopier, vous avez le droit de les utiliser, vous pouvez les corriger, mais vous n'avez pas le droit de les vendre. Or, il est dit que quand quelque chose est fait à base de quelque chose au départ qui est en Creative Commons, il devient automatiquement Creative Commons. C'est la loi. Donc son bouquin qu'il a fait en pompant une grande partie de Wikipédia, des gens de Wikipédia s'en sont aperçus. Et quand il l'a édité, ils ont dit hop, 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 il l'a édité, mais non, 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 c'est en libre, et ils ont mis ça en téléchargement libre sur Internet. Donc, il n'y avait même plus besoin de l'acheter, il est en téléchargement. Vous pouvez La télécharger carte son et le bouquin. territoire. Oui, C'est la carte et le territoire. Et en fait, ce livre-là, il le vend, mais il n'a pas le droit de le protéger. Donc vous pouvez le copier, vous pouvez tout à fait légalement le distribuer, vous pouvez le vendre si vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'a rien à dire. Il était très fâché. Moi, je suis intéressé par ça, Ouais. parce que j'ai déposé des brevets, Mhm. et puis j'ai trouvé beaucoup de voleurs. Oui. Les premiers voleurs, c'est Peugeot, c'est Forestia. Alors, la meilleure solution pour ne pas être volé, Oui. C'est de donner. c'est de donner. Oui, on peut le voir C'est ce comme que ça, nous on oui. fait. On n'est jamais On volé. peut. Quand on n'est pas déçu. Voilà, jamais. C'est ce qui se fait avec les jardins. En ce moment, il y a un grand mouvement au niveau mondial de jardins ouverts. C'est-à-dire des gens qui disent, voilà, j'ai un bout de pelouse devant ma maison, au lieu de tondre bêtement de l'herbe, je mets des légumes. Et avec des panneaux, servez-vous, allez-y. Au Canada, c'est le Japon. Il y en a aux États-Unis, il y a des trucs. Les gens n'osent pas. Puis il y a des gens qui vont comme des voleurs. Mais regardez, non, vous volez pas. Prenez-les. Ben, les gens les prennent, puis en fait, ils sont respectueux. Et puis en fait, ils se mettent à cultiver eux-mêmes, puis en fait, ils viennent aider. Et puis en fait, ben, on ne se fait plus voler. Et en plus, vous n'êtes même plus en colère. C'est génial. C'est génial. Par contre, ben, quelqu'un, vous êtes dans ce cas-là, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. Mais on va revenir sur un autre cas. Vous allez comprendre le cas de la petite carte électronique qui nous sert à tous, qui est l'Arduino. À ce moment-là, vous allez comprendre le choix qu'ils ont fait, et pourquoi ils l'ont fait, et comment ils ont gagné. Et ce qui est affolant dans ce monde-là, c'est qu'on arrive même, et j'en reviens là, à gagner de l'argent et avoir une vie professionnelle en faisant du gratuit. Mais c'est ce que, enfin moi ce que je voulais faire, il y avait une personne, mais là, il y a 15 jours, il y avait l'économie sociale et solidaire. Ouais. Et si je gomme un peu, parce que je connais un peu le monde du Fab Lab, si je gomme tout ce que vous dites et j'entends juste la structure, je vois une cohabitation entre le professionnel et le gratuit. Et comment, je ne sais pas si les gens dans les Fab Labs, on voit le Fab Lab de Barcelone, est-ce qu'il y en a qui fonctionnent à la fois comme une entreprise, les gens peuvent venir et... Oui, il y a plusieurs tas. Et finalement, tout n'est pas gratuit, il y a quand même la preuve, la main tout à l'heure à 500 €, à certains endroits elle est à 70 dollars, dans les pas la pays... même. Pas la même. Non, rien à voir. Il y a plein de projets de Donc vous voyez, au bout d'un moment, ça a un coût quand même. Mais bien sûr. Mais le gratuit, ça ne veut pas dire. Alors ça, c'est encore... il faut en revenir, mais on prend un cycle de conférence ensemble. On pourrait, oui. L'année prochaine, gratuit pourquoi ne veut pas. pas dire qu'il n'a pas une valeur, qui ne doit pas être échangé contre autre chose. C'est comme le bénévolat. Et ça, on est en train de se battre, mais on va créer une monnaie, je pense, l'an prochain. On est en train de discuter avec des spécialistes de la monnaie pour monter quelque chose à grand niveau là-dessus. Et ce sera une autre conférence là-dessus. On y reviendra tout à l'heure, parce qu'on va expliquer justement un peu les rapports entre Fab Lab et l'entreprise. Et puis, plateforme d'innovation numérique, économique et sociale. Et on ne peut pas séparer les trois, c'est pas numérique, social et économique, c'est les trois ensemble et ça va forcément ensemble. Parce que si on améliore le numérique, on résout les fractures, on permet la fabrication et la mise en place de projets, donc on a un impact social, on peut gérer l'insertion, on peut gérer la formation, le bien-être des gens. D'autres exemples, on y reviendra si on a le temps tout à l'heure, sur comment dégager 1h30 de travail pour un paysan par jour, pour un petit paysan lui permettant de mieux faire son boulot, et là pour quasi rien. Et on est à la fois dans l'innovation économique, à la fois dans l'innovation sociale, dans le bien-être personnel. Voilà, on travaille sur des choses, c'est complètement mélangé, c'est difficile de définir et de mettre des frontières dans le travail. Et après, bon, le lieu pour tout fabriquer, mais ça on en avait déjà parlé. Et puis la communauté de ressources.
l'essentiel dans la démarche qu'on a, c'est une démarche de réseau interne et externe. Alors interne, déjà c'est la communauté. C'est-à-dire qu'on est tous en train de se parler, on est tous en train d'échanger. Il n'y a personne qui cache, il n'y a personne qui essaie d'être le premier, le plus beau, enfin en général. Sinon il se calme vite. On fait des échanges de connaissances. Déjà, l'échange de connaissances, vous l'avez au niveau d'Internet, c'est tout ce qui est site d'information, ce qu'on appelle les MOOC, les universités en ligne, où vous pouvez prendre des cours de ce que vous voulez. On peut même obtenir des diplômes maintenant, même si vous n'avez pas de niveau scolaire. Vous suivez des cours, vous avez des certificats par Internet, et des choses qui sont reconnues de plus en plus par les entreprises et par les agences de formation. Ça vient petit à petit. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en allant sur des sites américains comme Coursera, ça parle, c'est en anglais, en allemand, en russe, en truc, mais c'est pas en français les vidéos. Mais parce qu'on a très peu, mais ça commence à se mettre en place. Le problème, c'est que la francophonie, c'est un nombre de personnes assez petit, que pour l'instant, la plupart des gens qui sont précurseurs là-dedans parlent anglais, parce qu'ils ont fait des études. Donc le besoin se fait sentir, on y vient de plus en plus, nous on essaie de frontiter les noms, on fait des choses qu'en français, tout ce qui nous concerne. Ça va venir, ça va venir. Mais c'est neuf. Hein. Est-ce que je peux peut-être poser une question? C'est vraiment typique de la société liquide, comme l'exprimait un petit peu le sociologue Zygmunt Bauman. Oui. Et dans une société liquide, le problème c'est que l'individu, il n'arrive pas à se constituer. On est tellement, je dirais, noyé dans un réseau que finalement, on a tous besoin d'acquérir un savoir pour se constituer en tant qu'individu, sortir du lot, avoir une reconnaissance propre, un domaine où on maîtrise un sujet propre. Et là, finalement, je trouve qu'on ne s'y retrouve plus. On est noyé dans un réseau, finalement. On est noyé dans le numérique. La réponse c'est le Fab Lab. Je pense, parce que dans la vision de la société liquide, c'est où tout est un peu mélangé, on crée avec ces Fab Labs des points. Véritablement, c'est des communautés locales, petites, définies, sur des problèmes qui existent, qui sont là. Pratiquement, le paysan, il a un problème avec sa vache. Quand les trois gars du Fab Lab vont se mettre ensemble pour résoudre ce problème-là, on va avoir une relation directe avec la personne, une relation directe avec le territoire et avec le problème. Donc effectivement, là on revient en fait de cette richesse que peut apporter le liquide à une cristallisation très précise sur un point qui permet aux gens en fait de se retrouver et de se marquer par rapport à quelque chose de précis. Et on utilise tout l'intérêt de l'holacratie, c'est-à-dire cette gouvernance. Et ça, le problème de la gouvernance, ce serait aussi une autre conférence. On est en train de travailler dessus, on fait un texte pour la Fédération nationale, là. Emma s'en occupe, sur éthique et gouvernance. C'est une manière complètement différente de prendre le problème de la relation et le problème de l'individu par rapport à sa personnalité et son rapport avec la société. Et ça donne des résultats extraordinaires. On arrive à associer l'intérêt des deux domaines. C'est-à-dire être complètement dans l'apprentissage, dans l'ouverture, dans l'échange au niveau global, c'est-à-dire dans la dilution de l'individu, dans le bien commun, et en même temps la reconnaissance, l'impact et la puissance du bien commun, c'est-à-dire de tout le monde, sur un individu, parce que lui a réalisé pratiquement dans un coin une solution qui marche, qui est là, ou l'a tenté, ou est quelqu'un qui aide les autres, peu importe, mais on en revient au rôle dont on parlait tout à l'heure, il a un rôle qui lui est reconnu, parce que c'est son rôle, à lui, parce qu'il a une capacité de le faire, et il est reconnu par tout le monde. Et ça permet de mettre en valeur des choses qui ne sont pas reconnues dans notre système classique. Et dans une entreprise, le gars qui est génial pour venir vous remonter le moral quand vous arrivez un matin et que vous êtes prêt à craquer, quelle place il a dans une société? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est embauché comme remonteur de morale? Et pourtant, si ce gars-là n'est pas là dans une équipe, ça peut être une catastrophe. C'est tout ce que vous disiez, là, ce gars-là n'est jamais reconnu. Si c'est sa compétence à lui, il est le seul à avoir ce truc-là, on ne le reconnaîtra jamais. Il sera à la limite un employé normal, dans une société normale, avec un boulot normal, alors qu'il a une capacité extraordinaire. Et le fait de travailler comme on travaille, justement par ce système de rôle, permet en fait de valoriser énormément quelqu'un, sans le diminuer par rapport au fonctionnement global de l'entité. Donc là, mais c'est encore compliqué, ces systèmes, ce qui est en train de se mettre en place de l'holacratie, des gouvernances liquides d'entreprise. Et ça marche pourtant très très bien de travailler par cercle. Ceux qui s'y intéressent peuvent aller voir le travail que font les colibris. Oui, j'ai entendu parler. Rabi. Oui, et tout le mouvement qu'ils font avec les colibris de Besançon, on va les faire monter, je pense, pour travailler avec nous. On échange des connaissances techniques, là c'est plutôt les forums. Donc ceux qui bricolent savent très bien qu'il y a des forums sur les vieux tracteurs, des forums sur ceci, des forums sur cela, où on trouve des idées techniques.
Et on échange les réalisations, ça c'est notre réseau. On a des sites où on peut, vous voulez, voilà. On a imprimé ça pour faire une petite boîte de démonstration avec l'imprimante. On n'a pas fait le fichier. Parce que j'ai pas le temps, parce que c'est pas un intérêt de faire ça. Mais des gens l'ont fait parce que ça les a amusés. Donc on a des sites où on peut aller chercher. Tout est classé, on dit tiens, on regarde, on cherche, on a des moteurs de recherche. Je cherche une boîte, il y a tout un tas de boîtes. Il y a des fichiers, il suffit de dire ok, moi je télécharge, généralement on dit merci. Et puis quand on l'a fait, ben, on renvoie une photo, où on dit ben, ça a super marché, ou j'ai eu un problème parce qu'il y avait ceci, cela dans le réglage qui n'était pas bon, j'ai changé ça, ça va mieux. Et en fait tout le monde en profite. Ça c'est notre système. Le gros point, et on en revient encore sur les questions étaient tout à l'heure, c'est l'organisation de la gratuité qu'on a mis en place. C'est quelque chose de compliqué pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est pas bien inscrit dans notre système de pensée, surtout ces dernières décennies, toute la glorieuse période. Et le problème de la gratuité, et là on en revient au problème tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens qui essayent de voler déjà. Et le temps qu'ils comprennent que c'est gratuit, qu'ils n'ont pas à voler, il y a déjà du boulot à faire. Ça a commencé déjà, la première chose, c'est tous les logiciels qu'on appelle les logiciels libres. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, Linux. Linux, c'est un système d'exploitation qui est plus puissant que Windows et qui est gratuit. Et pourtant, les gens qui bossent pour Linux gagnent très très bien leur vie. C'est un paradoxe assez intéressant. En fait, ils donnent tout gratuitement, tout ce qui sert à tout le monde. Par contre, si vous avez une entreprise, une banque, ou ce que vous voulez, et que vous voulez un truc bien particulier, un programme très particulier, ils vont vous le faire, et là, ils vous le font payer, parce que c'est un travail. Comme le système Linux est développé par des milliers, des centaines de milliers de personnes dans le monde entier, je vous assure que c'est un système qui est bien plus efficace que ce que fait Microsoft, qui a, je ne sais pas, 10 000 ingénieurs qui vont s'en occuper, ils n'en ont pas 600 000. Quoi. Non, il est protégé. Non, c'est hyper protégé, c'est ce qu'il y a de plus sûr. Ça leur permet en fait d'avoir une puissance de travail, de recherche qui est bien plus grande que les sociétés commerciales, et donc de proposer des solutions bien meilleures aux entreprises. L'armée française, maintenant, travaille sous Linux. Toutes les administrations françaises vont passer sous Linux, parce que c'est bien plus efficace, et ça fait une économie mais fabuleuse de licences chez Microsoft. Pour Microsoft, des gens qui prônent en fait la concurrence se retrouvent un jour devant la concurrence. Alors vous avez des navigateurs Firefox, que je vous conseille parce que c'est le seul maintenant qui intègre depuis le départ la protection de vos données. Vous n'êtes plus surveillé, vous avez la possibilité de... La dernière mise à jour, ils intègrent le moteur complet. Et puis bon, tout un tas les WordPress, tout un tas de choses qui sont là-dessus. Et à partir de là, une réflexion a commencé à se faire. Donc les licences, voilà, je vous avais expliqué tout à l'heure, on ne va pas recommencer, qui protègent le tout. Jusqu'au jour où il y a des gens, un exemple vraiment extraordinaire, c'est ces petites bestioles, une petite carte comme ça. Il y en a des toutes petites, il y en a des qui font la taille de l'ongle. C'est ce qu'on appelle un microcontrôleur. C'est-à-dire c'est un petit système informatique électronique qui permet de capter tout ce que vous voulez, de traiter une information et ensuite de commander tout ce que vous voulez derrière. Et en fonction de, exemple idiot, vous avez un volet roulant, vous voulez qu'il se ferme quand il fait nuit, mais pas quand il y a la lune. Et puis si le chat est dehors, vous le laissez allumer. Et puis voilà, vous pouvez inventer n'importe quoi, vous lui dites, vous le branchez sur l'ordi avec un programme gratuit, et vous programmez ça. Et il vous fait ce que vous voulez. Alors vous commandez des moteurs, vous mettez des sondes de température, des GPS, et ça coûte, la carte en elle-même coûte entre 10 et 15 euros. Comment elle s'est faite cette carte? C'est des profs de design italiens qui cherchaient à monter un petit système pour que leurs étudiants, qui ne s'occupaient absolument pas de connexion, qui faisaient juste du dessin, s'investissent un peu plus dans les trucs connectés. Ils ont mis ça au point il y a quelques années, et quand ils ont fini de la mettre au point, ils se sont dit, mais elle est géniale cette carte, on fait quoi? Alors, il y en a un qui a dit, on va poser un brevet, et puis on va embaucher les avocats pour protéger le brevet. De toute façon, on va attendre déjà 2 ans en posant le brevet pour que ce soit protégé. Pendant 2 ans, les autres peuvent chercher et peuvent trouver des solutions. On va ensuite prendre des avocats, des commerciaux. Puis les autres ont dit, attends, on ne va pas s'emmerder. Le Arduino, je crois que c'était le nom du café où ils allaient, et on va appeler ça Arduino, puis on va dire, on vient de faire un truc formidable, qui marche très bien. Ils ont dit ça à toute la communauté, allez-y, prenez-le, copiez-le, fabriquez-le, démerdez-vous, faites tout ce que vous voulez avec. Bon. Les gens ont commencé à s'y intéresser.
Et puis ils ont commencé à bidouiller. Le produit était bien, mais il y a des gens qui sont encore plus compétents à d'autres endroits du monde qui ont dit mais si vous changiez tel composant, vous mettez celui-là, si vous câbliez différemment, on aurait une meilleure. Et au bout de quelques semaines, ils se sont retrouvés avec 10-15 000 ingénieurs recherche et développement qui bossaient gratuitement pour eux. Autant vous dire que la qualité du produit est devenue fabuleuse. C'est une pompe, cette petite carte. On peut faire absolument tout, mais des systèmes qui valent dans les 100, 300 000 euros dans le commerce, on les fait pour une trentaine d'euros. Et ça marche très très bien. Du coup, comme ces gens-là sont très célèbres, et que tout le monde dans la communauté leur est vraiment reconnaissant d'avoir fait ce truc-là, quand on en veut un, on l'achète chez Arduino. Mais on a les plans. C'est-à-dire, eux nous donnent les plans, on peut très bien le monter ici, fabriquer nos cartes et monter le système Arduino. On l'appellera le Luxeuino si on veut, ou on l'appelle comme on veut, et on peut le vendre. Mais en fait, cette société-là marche très très bien, et avec l'argent qu'ils gagnent, ils continuent à financer de la recherche, du développement, des actions pour les gens, du partage. Voilà comment, avec quelque chose qu'on donne vraiment, qu'on ne protège pas, qu'on ouvre, on peut plus se faire voler, et on arrive quand même à avoir une activité économique qui est tout à fait bien. Je suis pénible, hein, je suis désolé. Non, non. Comment... Mais ça s'appuie quand même sur l'ancien système monétaire pour générer des richesses. Non, pas vraiment. Si un jour l'ancien système concurrentiel n'existe plus, qui génère la monnaie telle qu'on la connaît, Ouais. le système tel qu'on le connaît, n'existe plus, alors comment on va pouvoir générer de l'argent, gagner de l'argent ou... Ben, à ce moment-là, il n'y aura plus à gagner ni à générer. Puisqu'il n'y aura plus d'argent. On va changer. Même Et pas, les matières pourquoi le premières, dire? il faut Alors les là, acheter, on il dérive, faut... on dérive du Fab Lab, c'est très très loin. Là, alors, il y a plusieurs stades. Là, bon, c'est pareil, c'est un autre domaine dont on s'occupe, c'est le domaine de la monnaie. Est-ce qu'on a besoin d'argent? Est-ce qu'on a besoin du troc? Est-ce qu'on ne peut pas partir sur autre chose? Là, mais pourquoi pas parler d'autre chose? Même sur le capitalisme, c'est fondé complètement sur une erreur de... Ce sont des boutiques gratuites qui se sont ouvertes un peu partout. Il y en a en Allemagne, il y en a en Alsace, il y en a une. Il y en a une dans le 12e, je crois. Un 12e à Paris, oui, il y en a En fait, vous en pouvez Espagne. entrer dans la boutique et vous prenez ce que vous voulez. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est... Tout est gratuit. Mais comment ils font pour payer leurs factures? En Il y a fait, des dons. Il y a des dons et le local est lui-même un don. En fait, D'accord. un Il y prêt. a des gens qui ont des locaux, qui disent, bon bah, j'ai le local, l'idée de faire un truc gratuit pour les gens, mais moi ça me plaît. Et, J'ai pas besoin de gagner... et l'on voit arriver maintenant des vides-greniers de la même manière, où il y a des endroits où c'est un endroit de gratuité. C'est-à-dire qu'on prend si on a besoin. On s'aperçoit qu'il n'y a pas d'abus, que les gens en fait sont très respectueux, que des gens arrivent et se mettent à donner spontanément. Et c'est une autre relation qui s'établit dans une communauté, à savoir la solidarité, quelque chose qu'on a un petit peu oublié avec l'individualisme, et d'autres valeurs en fait, qui se mettent en place. Donc En fait, c'est une sorte de religion. non, du tout, parce qu'il n'y a aucune obligation, il n'y a rien. Vous pouvez prendre. Oui. Donc en fait, vous vous retrouvez vite Le idiot. soir, pour manger la soupe, vous allez chez quelqu'un, puis je dis, bah, je m'assois, je mange la soupe. Alors, ça pourrait s'envisager. C'est pas le thème et c'est pas ce qu'on essaye de faire directement avec le Fab Lab, mais c'est vrai que Ouais, non, mais dans c'est vrai l'esprit, si on va jusqu'au bout, c'est ça. si on va jusqu'au bout, on peut aller là. Mais enfin bon, Oui. pas forcément aller dans l'extrémisme, mais pourquoi pas? Et en fait, ça pourrait très bien fonctionner. Voilà, je fais une toute petite parenthèse pour revenir là-dessus. Le capitalisme tel qu'on le connaît se base en fait sur un bouquin. Oui, il faut les extraire, il faut les Smith. transformer. Adam Smith, c'est le capitalisme. Mais en fait, ça se base sur une partie d'un bouquin, et ça se base surtout pas, c'est enseigné dans toutes les écoles de commerce du monde, sauf que on oublie toujours d'utiliser le deuxième tome de son bouquin. La Il richesse dit des que ce nations. qu'il a dit dans le premier tome, c'était une connerie. Et ça, on n'enseigne pas. Dans le premier tome, il étudie la La richesse des possibilité, nations, tome 2. la possibilité du fait que la société, l'économie telle qu'on la connaît, est fondée en fait sur le troc. Et que toute société primitive, en fait, a fonctionné par le troc. C'est-à-dire que tu veux un bout de bison, je vais chasser le bison, mais tu me donnes une pointe de flèche, voilà. Et en fait, il démontre, preuve à l'appui, ça a été redémontré par des ethnologues actuels, que c'est totalement faux. Qu'il y a plein de sociétés primitives, autant préhistoriques qu'actuelles, en Amazonie, qui ne fonctionnent absolument pas sur le troc, mais uniquement sur le don. C'est-à-dire, il y en a qui vont chasser, il y en a qui ne vont pas chasser. Ceux qui ne vont pas chasser sont nourris comme les autres. Et ils ne font rien en échange. Ils ne sont pas obligés de faire quelque chose. On les nourrit parce qu'ils font partie de la communauté. Un jour, ils vont peut-être faire quelque chose. Ils ne vont peut-être pas le faire. Ça n'a aucune importance. On est là pour vivre ensemble. Et peut-être un jour, c'est cette personne-là qui n'a rien fait pendant 10 ans qui va avoir
la solution, l'attitude, le mot, la chose qui va sauver quelque chose, qui va permettre d'évoluer. Et ça, c'est dans le deuxième bouquin d'Adam Smith, et ça vous ne le verrez jamais éviter. Il y a un très bon reportage, une série de 5 reportages qui ont été faits l'an dernier sur Arte, que vous pouvez retrouver, qui sont passionnants sur le sujet, qui sont complètement iconoclastes, des passionnés, ils prennent position pour rien, ils analysent, ils expliquent, ils démontrent. C'est le Et on capitalisme. s'aperçoit qu'effectivement, on peut travailler, on peut vivre autrement, c'est faisable. Jusqu'à un certain niveau de technique, je suis d'accord, jusqu'à un certain niveau de technique sommaire, on peut. Mais l'extraction de minerais, par exemple, il faut quand même payer les usines, les machines. Oui, mais alors là, si j'avais le temps, je vous conseillerais une chanson d'un chanteur suisse qui s'appelle Saclo, qui s'appelle La saga des bidules et des machins. Et c'est en fait, et pourquoi on fabrique ces tas de machins? Parce que c'est pour pas les avoir fabriqués pour rien. Et c'est tout. On peut prendre les choses depuis le départ différemment. Est-ce qu'on a besoin de toute cette consommation? Est-ce qu'on a besoin de jeter les choses? Est-ce qu'on a besoin de l'obsolescence programmée? Est-ce qu'on ne peut pas prendre les choses différemment, c'est-à-dire vivre avec une économie de moyens pour rendre des choses? C'est tout un système. Dès qu'on commence Oui, mais à toucher... voilà, le grand paradoxe, si vous voulez, c'est que les Fab Labs sont créés à partir de la très haute technologie qui s'est constituée à partir du capitalisme de base. Oui. Je le défends pas, hein. Non, J'analyse. Hein. Mais justement, maintenant qu'on a l'outil, on peut évoluer. On n'est pas obligé de rester à un stade. Alors justement, parce qu'on ne s'était pas compris au départ, mais Oui. alors je vous vire toutes les machines. Oui. Hein, on oublie maintenant un peu toute la technologie, enfin, parce que c'est venu avec l'ordinateur et ça a rendu un peu plus accessible. Les selles, ça n'a pas vraiment marché. Moi je suis pas, enfin, je suis vraiment, je suis dedans. J'ai entendu une conférence sur la base où j'y suis, j'ai oublié son nom, qui expliquait un peu les attentats. On voit tout le monde qui vaut, enfin pas tout le monde, mais la France qui se replie sur elle-même. Et si je gomme un peu ce que vous dites, et le Fab Lab aurait tendance à pousser les gens à justement s'ouvrir aux autres, à ne plus prendre l'autre pour justement, je ne sais pas comment former ma pensée, mais être concurrent, vraiment dans le partage total. Et donc ça ne peut marcher qu'à une seule condition, c'est qu'on abat le capitalisme une fois pour toutes. Non. Non, il démerdera La tout seul, propriété le capitalisme. privée aussi. Non, du tout. On n'est pas... Alors, déjà, c'est pas bien de gommer. Mais, non, mais... Parce que je me fatigue depuis tout à l'heure à dire des choses, si vous voulez. Non. Mais ce serait génial qu'ils puissent, que les gens qui adhèrent à des structures comme celle-là... Nous, on propose. On y reviendra. Oui. On n'impose pas, on propose. On ne va pas lutter contre le capitalisme. Déjà, on essaye, ça fait une paire d'années. J'ai été long à convaincre, mais c'est une paire d'années que j'ai fini par comprendre, grâce à ma femme, qu'il ne faut pas lutter contre. C'est un temps perdu. On se bat pour. Donc on propose autre chose. Les gens qui veulent y adhérer, les gens qui veulent y adhérer, y adhèrent. S'ils trouvent que c'est quelque chose de vertueux qui leur va bien, eh bien, ils vont s'investir. On va créer quelque chose qui marche, où les gens sont heureux. Puis ma foi, si d'autres veulent venir, ils viennent. S'ils ne veulent pas, ils font autre chose. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de... On verra bien. Vous n'avez pas peur de rester marginal avec... Ben justement, de moins en moins, et ça on en reviendra, l'importance que ça prend, il y en a partout, tout le monde n'a plus que ce mot-là à la bouche, des gouvernements, parce qu'on s'aperçoit bien, et ça, je crois que tout le monde en a conscience, que les solutions qui ont été choisies jusqu'à maintenant, le monde qu'on nous impose, il ne va pas. Il y a des trucs qui ne vont pas, il y a des trucs qui ne collent pas, et on n'a pas les solutions. Et comme disait Einstein, vous ne trouverez jamais une solution au problème en utilisant le même système que celui qui a posé les problèmes. Nos gens politiques, ils sont pas beaucoup. Ben si, ils courent après, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi, donc ça c'est assez rigolo. Ils font toujours des conférences, je sais pas combien de milliers d'euros. Oui, là je vous rassure, ici, on a été en dessous du millier d'euros pour la conférence. Oh, largement. Largement. On est en bénévolat. Je n'en doutais pas, chérie. Non, mais il faut arrêter de confondre le capitalisme et puis ses racines. Le besoin de propriété, que ce soit entre humains ou n'importe comment, bon, tant que c'est basé sur un système d'échange, ça peut fonctionner à peu près. Mais ce qui casse la machine, c'est le profit. Alors là, et le profit qui est fait sur des choses inutiles, oui, et basé uniquement sur les gaspillages. C'est pas les choses utiles qui font la fortune des marchands, c'est toutes les choses inutiles. Bon, ce sera une autre discussion. Et c'est un vrai problème pour la production, parce que l'économie d'énergie, on ne la fera jamais tant qu'on fabriquera des choses inutiles. Mais c'est la saga des bidules et des machins que je vous conseillais, je vous montrer un lien pour ce truc-là, justement. Cette chanson est très rigolote, c'est l'histoire d'un gars qui découvre un matin une centrale nucléaire dans son jardin. Il commence à se poser des questions. Et pourquoi il y a une centrale nucléaire dans le jardin? C'est parce qu'on en a besoin pour fabriquer des machins. Puis pourquoi on fabrique des machins? Parce que les gens ils veulent acheter les machins. Et pourquoi on vend les machins? Pour ne pas les avoir fabriqués pour rien. Et puis on s'aperçoit qu'en fait on tourne en Le succès, c'est le monétarisme. Maintenant, on vend même de l'argent.
Oui, on vend même La des dette trucs qui sont pas de internationale, l'argent. Ouais. c'est des gosses qui jouent avec un grand panier, qui mettent des prix sur un bout de papier. Ah, je t'ai eu, mais il vaut le double. Ah, c'est pas vrai, menteur, mais il vaut le triple. Je suis d'accord avec vous, c'est n'importe quoi. On ne peut pas en sortir. Mais vous pouvez peut-être expliquer comment vous fonctionnez, parce que je pense que c'est le Fab Lab de Citer, c'est ça ou... Non, 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 non. on n'est pas alors, Fab Lab, nous. nous, on n'est pas Fab Lab pour D'accord. l'instant. Mais alors, comment il fonctionne il n'y a plus pas. Il y a plein de modèles économiques. Non, Alors, mais là, bien il faut bien évidemment. préciser, nous, on est les montreurs. Alors nous, on est passeurs. les montreurs passeurs du numérique. On a monté une assoce à but totalement non lucratif. Oui. On est donc nous deux, on est sculpteurs de métier. Mhm. Donc on finance tout ça parce qu'on donne notre temps, on donne tout ce qu'on a comme argent pour lancer ça. Dans la sauce, notre trésorier, c'est le directeur d'Emmaüs Montpellier, qui est la plus grosse structure d'Emmaüs de France, donc qui est quelqu'un qui est spécialiste d'innovation sociale, qui fait des choses formidables dans l'insertion et dans le social. Et notre secrétaire, c'est Marion Escoffon, c'est un chef d'entreprise designer de Bretagne qui a inventé un dériveur, un voilier gonflable, qui tient dans 2 sacs. Et, elle et son mari sont spécialistes, enfin son mari est spécialiste d'innovation économique. C'est quelqu'un qui a travaillé à Hong Kong dans plein de, voilà, dans des gros systèmes économiques avant de comprendre qu'il n'y avait pas grand chose à faire pour lui là-dedans. Et maintenant, on se consacre tous les 4 à faire passer autre chose, à aider les gens à monter des projets et à trouver des solutions un petit peu différentes pour se dégager. Non pas complètement, on ne cherche pas à battre le capitalisme, c'est pas notre truc, mais à trouver des solutions qui sont viables pour les gens, qui sont agréables, qui sont sympathiques, tout en étant compatibles, bien sûr, parce qu'on a une voiture, on a un boulanger qui fait du pain, on lui paye son pain, mais voilà, on n'est pas obligé de gaspiller et du matériel, et de l'énergie, et du temps, et de l'argent pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et on arrive à proposer avec les Fab Labs des solutions qui sont peut-être pour l'instant encore des demi-solutions, ou des solutions qui dégagent, qui gardent, comme vous le disiez, qui dégagent la partie inutile, tout ce qui peut être le poids de l'hyper-croissance sur la capacité de vie des individus, pour leur laisser et du temps et des moyens pour faire autre chose, pour le faire autrement. Et on avance un peu sur le... Alors qu'est-ce qu'on y fait dans un Fab Lab ? Déjà, bon, je vous l'ai dit, on fabrique presque n'importe quoi, ça c'est la base. On essaye sans préjugés, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à aller dans une direction en disant voilà, on a un projet, on va essayer vraiment de se concentrer sur quelque chose et d'y aller. Je vous demande de regarder, d'essayer de trouver s'il y a un tour de carte. On sait en anglais, mais c'est pas grave. Vous allez regarder, le gars va changer le dos des cartes. Elles sont bleues, elles vont devenir rouges. Concentrez-vous bien, essayez de trouver le truc. Donc là, il montre déjà les cartes. La dame va choisir une carte. Il doit retrouver cette carte dans le tas. Alors, à partir de maintenant, faites attention. Il va falloir que vous trouviez le truc avant la fin. Donc là, on n'entend pas l'explication. Il a des mains cachées, là. Ouais, c'est difficile à voir. Hein. Alors, la carte, c'est droit de carreau. Concentrez-vous. Voilà, droit de carreau, et le dos est bien bleu. Par contre, est-ce que vous avez vu le truc? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Avez-vous remarqué quelque chose de bizarre? Bon, regardez, il y a eu 4 changements que vous n'avez pas remarqué. Le décor. Non? Regardez. Ils n'ont pas les mêmes t-shirts, ils n'ont pas le même pull, ils ont changé la couleur de la table, ils ont changé la couleur du fond, personne n'a rien vu. Parce qu'on était fixé sur les cartes. Parce que vous étiez fixé, vous étiez concentré sur une chose et vous n'avez pas été capable de voir les choses importantes qu'il y avait autour. On revoit le tour maintenant de loin. Et pourtant, ce n'est pas des changements qui sont un... Il a un t-shirt clair, il part avec un t-shirt foncé, normalement on aurait dû le remarquer. À quelques secondes d'intervalle, on le voit dans les deux choses. Elle va partir de quelque chose de foncé, va mettre quelque chose de clair. La table est noire, et on la voit en gros plan, cette table-là. Elle devient claire, et vous ne l'avez pas vue. Oui, mais en fait, on était parfaitement fixés sur... Démonstration, en fait, de l'importance de la démarche de serendipité. Ça rejoint ce que les gens nous disaient tout à l'heure. On ne voit que ce qu'on regarde.
C'est pour ça qu'on essaye de développer autre chose, pour être capable de voir en fait ce que l'on ne s'attendait pas à voir. Et c'est là où est la recherche en fait, de la démarche. Donc voilà, un exemple, bon, j'en avais d'autres. J'ai fait le test avec Emma. C'est deux équipes de basket, enfin 3 personnes. Il y en a qui sont en blanc, qui sont en noir. Et qui se passent chacun, enfin il y a 2 ballons, donc ils se passent les ballons, les blancs passent aux blancs, les noirs passent aux noirs. Et on vous demande de compter le nombre de passes que font les blancs. Il y a 6 personnes, ils ne bougent pas beaucoup, doucement, ils passent les balles. Vous vous concentrez sur les blancs. Au milieu de la petite vidéo, il y a un gars déguisé en gorille qui rentre entre les 6, qui vous fait comme ça, doucement et qui repart. Vous ne le voyez pas. Elle marche moins bien cette vidéo. Que celle-là? Oui. Ben, avec Emma, ça a très bien marché. Je n'ai pas vu le gorille. Voilà. Donc l'intérêt en fait pour la démarche qu'on a, c'est un petit exemple rigolo, mais d'être capable en fait de ne pas se concentrer sur un résultat qu'on veut obtenir, de partir dans une direction parce que voilà on suit un film et d'être capable de regarder ce qui va se passer et de partir autrement sur toutes les choses. Alors pourquoi faire? Pourquoi un Fab Lab? Quels sont les... En gros, alors c'est pas limitatif, c'est juste des exemples. Pour faire quoi? Premièrement, pour réparer. C'est le premier point, c'est ce qui parle le plus aux gens en général quand on commence à parler des Fab Labs. Réparer déjà pour lutter contre l'obsolescence programmée. Mais c'est quand même une toute petite partie du boulot qu'on fait. L'obsolescence programmée, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les pannes qui sont déjà à l'intérieur de votre produit ou de votre machine quand vous l'achetez. Ça, c'est clair. C'est fait par le fabricant. Le premier qui a fait beaucoup de scandales, c'est un hacker américain qui s'est aperçu un jour que son imprimante Epson, qui fonctionnait bien, tout d'un coup ne voulait plus imprimer. Il y avait de l'encre, il a démonté un petit peu, les courroies étaient bonnes, les moteurs étaient bons. Et attendez, il y a un problème. Donc lui, comme il s'y connaissait un petit peu, il a démonté le tout, il a démonté la carte électronique, il est allé voir ce qu'il y avait dans le microprocesseur. Et dans un endroit du microprocesseur, il y avait marqué qu'au bout de 7923 passages de test, il y avait marqué panne et la machine s'arrêtait en attendant qu'on change la machine. Il n'a pas été content du tout. Il se passe dans pas mal de matériel. Alors comme lui savait, mais il a dit à toute la communauté, il a dit oh, je viens de trouver ça dans la machine Epson. Ça fait un scandale fabuleux. Epson, c'est... Ouais, ici, ils ont quand même été obligés, si le micro c'est la même chose. Mais, et on est en train de lutter. Alors ce qu'il a fait, par contre, il ne s'est pas contenté de ça, le petit gars, il a refait un programme, il a reprogrammé la puce, et il a mis son petit programme, en fait, en libre sur Internet. Donc tous ceux qui avaient cette machine-là, chargeaient le petit bout de programme, mettaient leur imprimante sur l'ordinateur, appuyaient sur la touche entrée, et ça corrigeait, et la machine redémarrait. Si. Ah si. Ouais, envoyez-moi un mail, je J'en suis à ma 5e ou 6e imprimante. Il faut venir au Fab Lab, vous serez connecté avec le reste du réseau et vous l'aurez. On répare aussi des choses qui ne sont pas de l'obsolescence programmée, mais qui sont de l'obsolescence normale, c'est l'usure. À la journée du 11, je me base sur ce qu'on a fait dernièrement, il y a un monsieur qui est venu avec des coupelles d'admission d'air d'une moto des années 50. Impossible à trouver. Les pièces étaient complètement détruites par le temps. Il n'y avait pas moyen de réparer sa moto, il ne pouvait pas repartir. Ils lui ont modélisé et imprimé sur place, le gars est reparti, il les a remontés sur sa imprimante 3D, il les a remontés sur sa moto, il est reparti. Génial, il était content. Et ça s'est fait. Mais en quelle matière? Des matières plastiques, en fait. C'est quoi comme pièce? Des coupelles d'admission d'air. C'est-à-dire ce qui allait entre le carburateur et des filtres au carburateur. Troisième chose qu'on peut réparer dans un Fab Lab, encore un cas qu'on a fait le 11, il y a un monsieur de Quincé, c'est ça, qui est venu de Quincé avec un pied presseur pour un rabot de chez Lurem. C'est une pièce en plastique qui est montée sur une pièce en acier et qui vient appuyer sur le bois quand on la passe dans la raboteuse pour pas que le bois gicle. Sa pièce est cassée et il m'a appris, j'ai aussi un combiné Lurem, mais ça je ne savais pas, que l'usine a fermé il y a 3 ans. Pour des histoires de finances, de machin, de rachat, de trucs, enfin c'est pas pour une histoire technique. Les pièces on ne peut plus les trouver. Alors on fait quoi? On vient au Fab Lab, on amène la pièce, on mesure, on la modélise, il y a eu 3 essais qui ont été tirés, enfin 4 essais qui ont été tirés, le définitif est là, le gars a sa pièce, son truc redémarre, le fichier est à disposition de tout le monde. Et là, tu viens d'imprimer. Et là, je viens d'imprimer. Alors ça, on changera de couleur. On changera de couleur, j'ai pas le temps de mettre du. Bon, je le tout à l'heure, c'est un peu serré. Ça peut être utile.
Vous faites des économies. C'est une plaque d'interrupteur. On l'aura tout à l'heure. Et si t'enlèves le chauffage, Il faut que j'enlève. Il y a une résistance à la chaleur par rapport aux matières plastiques pour la moto par exemple. Oui, oui. On a des tas de matières plastiques différentes. On a des Celui millions. qu'on utilise nous, c'est du PLA. C'est fait à partir d'une protéine de maïs. C'est du maïs. C'est non toxique. c'est biodégradable. C'est biodégradable et non Ouais. toxique. Toutes ces fils de couleur, toutes ces pièces-là sont faites avec du maïs. Ouais. Donc dans l'esprit, et si on travaille à ça, le maïs il peut être cultivé derrière la maison et on peut le faire localement, fabriquer, triturer, faire notre plastique ici et l'utiliser ici. Donc au niveau écologique, c'est Et après, fabuleux. si on ne veut plus de la pièce, elle peut être compostée. Voilà, on la broie, on la refond et on refait du filament. Et, Donc on est vraiment dans du... Si le maïs est OGM, ça peut on le fait sans OGM. Sinon, on travaille avec du PET. C'est la même matière que les bouteilles plastiques. Qui est alimentaire aussi. Alimentaire. Mais il y a aussi de l'ABS, mais on ne l'utilise pas parce qu'il est toxique. C'est toxique. Mais il permet en fait une plus grande solidité. On utilise du nylon aussi pour les engrenages. Et puis il y a du fil souple. Le fil souple, là on vient de voir cet après-midi une basket qui a été imprimée directement sur la machine. Vous l'imprimez, vous partez avec la basket. C'est extraordinaire. Vous avez dit que l'ABS c'était toxique. Quel est l'élément toxique? Acrylique, butadiène, styrène. Je sais Alors, pas. c'est quoi Je sais Ce pas. sont les vapeurs. Les vapeurs sont toxiques et les vapeurs. particules qui sont dégagées, les microparticules qui sont dégagées la par le clinique, chauffage je pense. d'ABS sont toxiques. C'est la clinique, je pense. Comment? La clinique, je pense, qui est plus toxique. Je sais. À base de vapeur. Je sais pas. Moi, par expérience, en imprimant de l'ABS, pour avoir une bonne adhérence sur le plateau, on veut utiliser de l'acétone. Oui. Pour favoriser la facilité de la pièce. Si on veut qu'elle colle au plateau lors de l'impression et qu'elle ne se détache pas en cours, il faut la fixer en utilisant de l'acétone. Et c'est vrai que quand on l'imprime, on sent une odeur désagréable qui fera imprimer la fenêtre ouverte. Je dis que c'est pas grave, c'est pas un problème. Si, si, Oui, ça attaque, mais je dirais. L'acétone, dans ce cas-là, c'est pas un c'est problème. physique. On met de l'acétone, on met une pièce, l'acétone s'évapore, ça fait vite, la pièce est plate. Non, là ça dissout. Enfin bon, peu importe, Ah, on va bah, pas, on va pas rester si sur le technique. Hein. Ça fait dissoudre L'acétone, le plastique. Ça fait- acrylique, ça fait- butadiène, styrène, peu. Le styrène, Très c'est peu. pas facile. Très peu. Le vapeur de styrène, c'est Vapeur de styrène. Troisième point C'est faire le- qui est essentiel dans un Fab Lab, c'est le recyclage. On utilise en fait les déchets, on utilise ce qu'on a à disposition pour en faire autre chose. Un exemple, un engin automobile qui est fait uniquement à base de recyclage, qu'ils ont développé dans un Fab Lab. On parlait des antennes Wi-Fi tout à l'heure. Alors, on peut faire marche arrière. Ça a été le gros délire, parce qu'en plus c'est très drôle, d'utiliser des boîtes de Ricoré qui sont une merveille pour ça. Telles quelles, vous utilisez une boîte de Ricoré, un tube en cuivre à l'intérieur et vous avez une super antenne Wi-Fi. Donc on peut connecter, si on veut, toute la campagne ici avec des boîtes de Ricoré. Ça marche très très bien. Ils l'ont fait dans un village du Haut-Doubs, ils l'ont fait il y a quelques années, où tout le village s'est tapé avec des boîtes de Ricoré. C'était très rigolo. Dans une maison, si on a des soucis dans une grande maison, Oui. on peut faire la même chose. Ah oui, 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 tout à fait. Les plans sont gratuits, la technologie, vous l'avez. Et on peut améliorer les choses. C'est-à-dire qu'on vous fournit, je sais pas, un truc tout bête, hein, vous achetez un tournevis, vous avez une très grosse main, vous aimeriez bien avoir un manche de tournevis plus gros, vous le faites. Vous avez des objets de la vie quotidienne qui ne correspondent pas à un press-suite qui ne vous va pas, parce que ceci, parce que cela, ben voilà, vous le faites directement au Fab Lab, vous le modélisez, vous le faites et vous l'utilisez tel quel. Donc on peut partir d'objets qui existent déjà, les améliorer par la connaissance de tous et arriver à des choses qui correspondent exactement, on en revient aux solutions locales, aux problèmes locaux, vous utilisez exactement ce dont vous avez besoin, comme vous en avez besoin, en fonction de ce que vous faites vous et non pas en fonction de ce que quelqu'un a décidé. Oui, mais dites quelquefois, il faut quand même avoir des imprimantes beaucoup plus importantes. Il y en a des plus grosses là. Emmanuel, un copain qui invente des imprimantes 3D qui est sur Nancy, et est en train d'en sortir une qui fait 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre au niveau du volume d'impression. Et tout est ensuite empilable. En fait, Oui, on peut faire, vous pouvez le faire en 10 pièces à 100 Mais toutes les carrosseries automobiles, les prototypes sont tout faits avec des systèmes analogues. Là, il suffit de changer. Vous voyez, celle-là, c'est fait avec des tiges filetées et des écrous. Si je prends les tiges filetées 2 fois plus longues, Oui, bien sûr. j'arrive à faire ce que je veux. Dans le Fab Lab, la troisième partie, qui était, enfin la quatrième, et celle qui est essentielle aussi, c'est l'invention. C'est-à-dire qu'on a le temps, on récupère la connaissance de chacun. Je trouve que tu es allé un peu trop vite, oui. Parce que là, j'ai pas détaillé.
Exemple, là, quelqu'un qui vient d'inventer il n'y a pas longtemps, un petit jeune qui a inventé une douche perpétuelle. Mais c'est-à-dire que sa douche tourne toujours avec la même eau. Elle est filtrée, nettoyée, purifiée. Une douche prend 10 litres d'eau, je crois. Elle prend 10 litres d'eau. Et Comme au Japon. Il la refiltre et tout est nettoyé au fur et à mesure. Il récupère l'eau, il réutilise l'eau pour... Il réutilise l'eau qui est filtrée, nettoyée, désinfectée à chaque fois. Et en fait, il enlève uniquement ce que vous enlevez, c'est la peau, la crasse, le machin, qui est évacué au fur et à mesure. Donc vous arrivez à faire non plus avec 200 litres d'eau, donc une économie gigantesque, on peut revenir sur une idée d'autonomie. Il y a du charbon, mais il y a surtout des fibres céramiques qu'ils ont mis au point, il y a des techniques de vortex, il a fait tout un système complet qui marche super bien. Et donc avec couplé avec une petite unité solaire, il arrive à faire des douches complètement autonomes et qui permettent d'être écologiquement d'une perfection. Puis les gamins, on invente des jouets. Il y a plein de jouets, ça c'est une grosse tendance aussi. Au lieu d'acheter la poupée qui a été faite à des milliards d'exemplaires en disant à toutes les petites filles c'est cette poupée-là qu'il faut aimer. En Chine en plus, avec tout ce que ça peut poser comme problème. Mais on peut la faire sur place, et puis la tête de la poupée, ça peut être la tête de la grande sœur, ça peut être du grand frère, ou de n'importe quoi, ça peut être de cette taille-là, de cette taille-là. Voilà, chacun va créer, en fait, on en a fait un ou deux, nous, on fait montrer tout à l'heure, on crée le jouet pour la personne en fonction de qui on est et pour qui elle est. Et ça change complètement le rapport des gens par rapport au don, par rapport au jouet, par rapport à l'enfant. Alors on fait de la photo 3D pour une tête, par exemple. Oui, on peut faire de la photo 3D, on l'adapte directement là-dessus. Oui, tout à fait. Alors avec qui on bosse dans un Fab Lab? On bosse déjà avec tout le monde. C'est ouvert à absolument tout le monde. Des gens qui ont déjà vu un ordinateur comme des gens qui n'en ont jamais vu. Des gens qui n'y connaissent rien à rien. Et puis des gens qui ne savent pas qu'ils connaissent quelque chose à quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui sait faire de la cuisine. Quelqu'un qui sait faire du chocolat. Et là on est parti, il y a des chocolatiers. Oh, il y a des chocolatiers, regardez l'imprimante 3D. Voilà, ce serait bien si on pouvait du chocolat. Allez, bon, pour l'an prochain, il y a l'imprimante de chocolat. Ça c'est déjà fait, on a des copains qui l'ont fait. Donc on va récupérer les fichiers, on monte une petite pompe. C'est tout simple, avec la même, on va monter une imprimante en chocolat. Donc au lieu de faire un moule en chocolat en lapin, mais il peut faire un lapin avec les deux oreilles comme ça, avec la pâte comme ça. En faire un, ça lui coûte pas plus cher d'en faire un avec la pâte comme ça. Il y a quand même une limite, les corps creux. Un ballon rond complet, vous êtes obligé de faire de coquilles. On peut éventuellement, il y a des machines qui permettent encore creux. Oui, bien sûr, il suffit de le refroidir assez vite. Ah. Donc on y arrive. Parmi tous ces gens, il y a des gens qui sont un peu particuliers. Le cœur de ce qu'on appelle ce qu'on a dans le Fab Lab, ce qu'on appelle un maker. C'est un terme anglais parce que c'est parti comme ça, nous on parle de faiseur. C'est tous les gens qui vont s'y mettre, qui vont faire quelque chose. Et il y a les hackers. Alors les hackers, je suis obligé de faire une petite précision là-dessus parce que les hackers, ça fait des années qu'on nous explique que c'est des méchants, des horreurs. Les méchants, c'est des... Un hacker, c'est des génies. Un hacker, par définition, c'est quelqu'un qui démonte. C'est le jour où vous avez un appareil. Il y a des gens qui sont comme ça, hein, je connais ça de très près, le jour où il a un appareil, il y a des vis, il y a toujours un moment où 5 minutes, va aller voir dedans comment ça marche. Ça, c'est un cœur. Après, parmi ces gens-là, il y a des gens de différents types. C'est-à-dire, si vous voulez, le petit papy à côté de chez vous qui va transformer sa tondeuse à gazon en scie circulaire pour couper son bois, c'est un super bricoleur. Mais à la limite, le gars qui va être capable d'ouvrir votre voiture, de la démarrer alors qu'il n'a pas les clés, c'est aussi un super bricoleur. Ça ne veut pas dire que le papy qui est en train de scier son bois, il faut le mettre en prison, que c'est un voleur. Les hackers, c'est pareil. On a ce qu'on appelle les black hats, les chapeaux noirs. C'est en fait des gens qui connaissent la technique et qui l'utilisent mal. Il n'y en a pas beaucoup. Le terme hacker veut dire casser en petits morceaux. Ça veut dire démonter, en fait. Ça veut dire démonter. Oui. C'est pas casser, c'est démonter. Alors effectivement, casser aussi. Ça peut être utilisé comme ça, mais le vrai sens... Vous récoltez du blé, you hack. Aussi. Mais comme beaucoup de mots en anglais, il y a vraiment beaucoup de sens. Il y a une polysémie qui est grande dans l'utilisation. C'est vrai. Il y a ce qu'on appelle les grey hats, les chapeaux gris, c'est des gens qui démontent, qui n'ont pas de volonté particulière, ni de faire le bien, ni de faire le mal. Et il y a les chapeaux blancs. Alors ça, c'est ceux qui vont aller choper votre imprimante pour voir où l'entreprise a mis le truc. Ceux qui, en ce moment, sont en train de démonter les sites de l'État islamique, par exemple, on en a pas mal parlé, voilà, font partie de ce qu'on appelle les chapeaux blancs. Donc on diabolise en France depuis des années le mot hacker. Il ne faut pas en parler, ça fait peur. Non, ça ne fait pas peur, c'est des gens... Dedans, il y a quelques gens qui ne sont pas sympas. En général,
C'est des gens normaux, seulement ils ont une compétence, ils la mettent au service des uns ou des autres. Alors un petit peu de généalogie, je vais passer peut-être vite là parce que ça traîne. Le mouvement des Fab Labs en fait ne naît pas comme ça. Ne naît pas avec l'informatique, c'est pas quelque chose de tout neuf. La première trace qu'on en a dans notre histoire, ça date du 19e siècle, au moment où il y a eu ce qu'on appelle la révolution industrielle en Angleterre, où on a commencé à massacrer les paysages, faire de l'extraction minière de partout, détruire les campagnes, faire venir les gens, les amasser dans des villes avec les problèmes de salubrité, les problèmes de santé qui avaient été énormes, les problèmes sociaux qui ont commencé à se mettre, la délinquance, la misère. Il y a des gens qui ont dit mais ça ne peut juste pas marcher. Ils avaient déjà cette vision-là. Ils ont dit on ne peut pas détruire le pays, détruire les paysages, détruire l'écologie, je ne parle pas encore du terme, mais c'est l'esprit, et détruire socialement un groupe humain pour le seul bénéfice de quelques grosses entreprises et tout centralisé. C'est un mouvement qui s'est appelé Arts and Crafts, on traduirait par art et artisanat. C'est des gens qui se sont regroupés plus à la campagne, qui se sont mis, pas en communauté véritable, mais en groupe de travail, qui ont commencé à refabriquer localement. Ils ont fait c'était avec de l'art nouveau, donc beaucoup de créations de meubles artistiques, ils faisaient de la poterie, ils faisaient en même temps de l'art, de la culture, de la poésie. Et ça a marché assez longtemps. Disons que ça s'est arrêté avec la Première Guerre mondiale, c'est beaucoup tombé, l'industrie a énormément repris avec l'industrie de la guerre. Et on retrouve un mouvement qui reprend cette idée-là avec les hippies. Alors pas avec un H, il y a deux mouvements un peu différents. Les hippies avec un H, c'était vraiment les flower power. Les hippies, c'était un mouvement qui était plus politisé, puisqu'ils ont formé au départ, qui s'appelait le Young International Party, le Parti international des jeunes, et qui prônait en fait le fait de fabriquer soi-même, de revenir, de faire de l'artisanat, de fabriquer ses vêtements, de fabriquer sa nourriture, comme un moyen d'échapper à la pression de la surconsommation et de la société qui était en train de se mettre en place. Ça s'est très vite arrêté, parce qu'il n'y avait pas assez de relais, parce qu'il n'y avait pas les communications. Le do-it-yourself, ce qui nous sert de base, c'est le fais-le toi-même. C'est vraiment un mouvement, c'est vraiment une volonté politique, c'est né avec les punks. Le mouvement punk, à partir du moment des années début 70, c'est un mouvement de révolte qui est né toujours en Angleterre et aux États-Unis, dans les banlieues qui étaient extrêmement industrielles, où il y avait énormément de chômage, énormément de misère, en disant mais c'est pas possible, ils étaient vraiment en lutte, ils disaient il faut qu'on récupère ça, faites-le vous-même, dégagez-vous de tout ce qu'on vous dit et débrouillez-vous. Et un des moments fondateurs, ça a été ils éditaient des petits journaux qu'on appelait des fanzines. C'était fait à la main, avec de la colle, des agrafeuses. Il n'y avait pas de volonté de faire un beau livre. C'était juste pour faire passer. Et un jour, la couverture, c'était ça. C'est ce qui a fondé le mouvement punk. Ça c'est des tablatures de guitare. Merci. Il y avait ce dessin-là. Ça, c'est un accord. Ça, c'est un autre accord. Là, tu en as un troisième. Maintenant, forme ton groupe et vas-y. Le mouvement punk, c'est ça. Vous avez 3 accords. Vous ne savez pas bien jouer, vous vous en foutez, vous y allez, vous faites ça. Et ce n'est pas seulement ça, mais ils ont fondé leur propre boîte de production. C'est-à-dire qu'ils ont échappé à l'industrie du disque, ils ont formé des petites boîtes de production, ils ont fait leurs disques, ils ont fait leurs concerts, ils sont organisés de manière autonome pour ne plus dépendre du système et le fabriquer eux-mêmes. Et on arrive, ça s'est arrêté parce que déjà c'était pas très populaire, parce que c'est des gens qui pour se reconnaître avaient besoin d'être tous habillés de la même manière, que tout le monde ici n'a pas forcément envie d'avoir une crête sur la tête, et que c'était limité parce que les gens avaient peu de moyens de discuter entre eux, ils étaient obligés de rester sur un territoire très court. Dans le début des années 90, on commence à inventer l'Internet, tel qu'on le connaît, World Wide Web, c'est-à-dire c'est grand comme le monde. Avant, on avait, depuis les années 60, on avait Apranet ou Apanet, qui était chaque université avait un petit réseau informatique. L'intranet, oui, c'est ça. Puis après, c'est Tim Berners-Lee en 93 qui a versé ça dans le domaine public. C'est ça, qui a lancé ça, et qui a connecté en fait tous les intranets, tout ce qu'on appelait ARPANET, qui était le milieu, le réseau de l'armée et des universités, l'a connecté dans le monde entier. Donc là, les informations ont commencé à passer de partout, et on s'est retrouvé avec un mouvement qui s'est lancé avec un professeur du MIT, c'est-à-dire l'Université de technologie de Boston, qui a fait un jour un cours pour ses étudiants, le thème du cours c'était justement comment fabriquer presque n'importe quoi. Donc dans son atelier, il a mis tout ce qu'il avait à sa disposition comme machine-outil, il a dit aux élèves, ben, allez-y, faites quelque chose. Et ça a eu un succès mais gigantesque, il y a des gens d'extérieur qui sont venus, et à partir de là, il a dit, bon, cette idée-là, on va la garder,
et il a lancé ce qu'on appelle le Fab Lab, laboratoire de fabrication. Il y en a qui disent laboratoire fabuleux, c'est pas évident. Et ils en ont lancé un en Inde parce qu'ils avaient des contacts avec l'Inde, et puis il y en a eu aux États-Unis, puis il y en a en France, et on est à l'heure actuelle un peu plus de 400 dans le monde, dont plus d'une centaine en France. Maintenant, la question qu'on se pose, puisqu'elle nous concerne ici, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un Fab Lab ici? Bon, ici on est sur un projet qu'on a lancé avec la municipalité et la Comcom, c'est en train de se décider sur Luxeuil. On va lancer un Fab Lab qu'on a décidé d'appeler le Fab Lab des Trois Lapins, parce que ça a un sens ici. On retrouve les 3 couleurs classiques du Fab Lab. Et en plus une symbolique qui nous plaît bien. Là-dessus, vas-y, je te laisse le... 3 lapins, 3 oreilles. Autrement dit, chaque lapin a besoin de l'oreille de l'autre pour pouvoir entendre comme il faut. Donc, comme solidarité, c'est quand même un bel exemple. Et en même temps d'entraide. Si on veut comprendre, il faut être avec les autres, et l'un sans l'autre, on n'est pas très efficace. Alors ce qu'on va pouvoir y faire ici, dans ce Fab Lab, c'est un peu le résumé de tout ce que je vous ai dit tout de suite. On a des projets déjà qui sont en vue pour le territoire. La première chose, c'est déjà d'être un service aux gens, que les gens puissent venir apprendre, découvrir, s'intéresser, se former. On va pouvoir traiter l'insertion ici, ça on a des gros projets là-dessus. Comment arriver à... Parce que moi, une chose qui me fait mal au cœur quand on parle du problème d'insertion, et ça on en discute avec M. Boisseau, notre trésorier, prendre des gens au contrat d'insertion pour 6 mois parce qu'on est financé par le gouvernement pour les faire travailler uniquement à tondre le bord des pelouses et au bout de 6 mois leur dire tiens vous repartez en insertion, nous ça ne nous convient pas. Par contre, prendre des gens en insertion, leur apprendre en récupérant les déchets informatiques qu'on a dans nos déchetteries, les moteurs d'imprimante, et avec ça fabriquer une imprimante 3D qu'on va pouvoir aller installer dans une école où les gamins du primaire vont pouvoir maîtriser ces technologies qui vont faire partie de toute façon de leur quotidien dans les entreprises, ben ça me paraît une meilleure idée. Et la personne qui va être en insertion, elle ne va pas juste faire 6 mois en dehors du chômage, elle va apprendre un métier, elle va se sociabiliser parce qu'elle va être celle qui va apporter la solution dans l'école, elle va avoir une mise en valeur, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, on a une mise en valeur personnelle, les gens retrouvent une place, retrouvent un sens, sont d'autant plus motivés pour apprendre, et on peut arriver à remettre les gens dans le circuit avec ça. En même temps, on voit très bien que par ce biais-là, on arrive à traiter en grande partie le problème des déchets. Et tout ce qui part en déchets, on a par exemple en Afrique des gens qui font partie du réseau qui ont fabriqué des imprimantes 3D uniquement, il n'y a que ça, avec des ordinateurs que nous on leur envoie d'Europe parce que c'est toxique. Ils découpent la carcasse, ils la plient, ils la ressoulent, ils utilisent des bouts d'imprimante et ils sortent.